cette plateforme-ci, Ah. fait que c'est un peu nouveau, là. Streaming started. Bon, on monte en business. Fait que, comme je disais, c'est la première fois que j'utilise la plateforme OneStream. C'est censé être plus fluide que StreamYard. On va voir ce que ça va donner. Je vais juste vérifier vite fait si sur Facebook, ma page, je suis présent. Puis, je vais pouvoir, après ça, être capable d'aller de l'avant. Oui, je le vois. Parfait. On est en live. Bien, merci beaucoup, Héloïse, d'avoir accepté mon invitation pour venir discuter d'un sujet qui est d'actualité. Comme on le sait, c'est partout sur les nouvelles, les dossiers Epstein présentement. Il y a beaucoup d'informations qui sortent qui, à la limite, est très, très dérangeant. Il y a plusieurs aspects, comme on discutait avant dans le studio. Il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté très noir, très sexuel, où il y a des gens, ou sexuels, j'aurais dû dire, là, peu importe le terme, où ces gens-là de l'élite se rassemblent puis passent à travers des rituels très douteux au sens de ce qui est normal dans notre société. Je sais que tu es calé là-dedans parce qu'on en avait parlé à quelques reprises il y a quelques années à ce sujet-là. Tu m'avais dit que, justement, selon toi, après avoir fait tes recherches, que le peuple québécois n'était pas prêt à entendre ce que tu avais découvert. Moi, ça m'avait beaucoup choqué quand tu m'avais dit ça. Choqué dans le sens que je ne m'attendais pas que ce soit une réalité, qu'il y ait des preuves derrière ça. Mais aujourd'hui, vu qu'est-ce qui sort dans les documents, et qu'il devient pratiquement impossible d'argumenter le contraire, on sait qu'il y a des choses très bizarres qui se passent. Fait que j'ai pensé que c'est une belle occasion de mettre la lumière sur ce sujet tabou-là. Puis c'est ça, je pense que les gens vont en profiter de cette information-là parce que c'est bien caché. Oui, puis c'est difficile à recevoir, donc il faut y aller à son rythme aussi. J'essaie toujours de rendre l'information digeste, mais ça reste que c'est indigeste, donc on ne peut pas faire des miracles non plus. C'est difficile à entendre. Absolument. Mais avant de commencer, je serais curieux parce que justement, on a des gens peut-être qui n'écoutent pas nos deux plateformes. J'aimerais inviter les gens à s'abonner à ta page. Hello veut savoir parce que tu fais du bon contenu. Ça fait longtemps que je partage les choses que tu publies. Puis tes entrevues sont exceptionnelles, très bien structurées, très professionnelles. Honnêtement, j'admire ce que tu fais. C'est un guide pour moi, plus ou moins un mentor, là. Non, sérieux, je regarde, je vise à aller chercher un niveau de professionnalisme semblable au tien. J'encourage les gens à s'abonner à ta page. Puis en même temps, s'il y a des gens sur ta page qui aimeraient s'abonner à la mienne, vous êtes bienvenus de le faire. Comme ça, on peut avoir plus de portée lorsqu'on partage du contenu parce que les algorithmes ne sont pas sur notre bord. Pas tellement, non. Puis, tu sais, même, je le dis tout le temps en début de live quand je fais des directs, mettre un pouce par en haut, un commentaire, tu sais, là, t'es en direct, là, les gens qui sont là en direct, ça fait toute une différence dans l'algorithme. Puis, c'est sûr qu'on parle de sujets qui sont tabous, donc qui ont tendance à ne pas être forcément beaucoup soutenus dans l'algorithme. Pas besoin de donner de l'argent nécessairement, mais juste ça fait toute une différence. Alors, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce par en haut. Absolument. Fait que si je peux te demander, avant d'aller trop loin, pour les gens qui ne te connaissaient pas ou qui ne connaissent pas, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des lives puis des entrevues comme tu fais là? Ben, moi, j'étais déjà dans ce domaine-là. Là. Je viens du domaine du show business. J'ai étudié en cinéma et en musique. Donc, je suis chanteuse. Mes parents sont profs de musique. Je suis née dans un environnement totalement artistique. J'ai toujours su que je voulais travailler dans ce domaine-là. Donc, très, très jeune, j'ai commencé à essayer de faire ma place même à 15-16 ans. J'avais des producteurs. Puis j'ai commencé à voir qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas dans cette industrie-là, comment c'était toxique. Mais je voulais vraiment, puis ça a été la confrontation avec mon rêve puis la réalité, finalement. Puis en 2020, j'étais enceinte. On était en crise COVID, tout le monde était confiné à la maison. Puis ça faisait longtemps que mon chum, qui est maintenant mon mari, me disait « Tu devrais partir ta chaîne. » Puis je disais tout le temps « Ça ne me tente pas d'avoir juste ma mère qui like mes vidéos. » Là, j'avais tellement essayé de partir des vidéos de voyage. On pitchait des concepts d'émissions à des producteurs. Puis je me faisais toujours dire « Ouais, mais tu n'as pas assez d'abonnés. Tu n'as pas assez d'abonnés sur Instagram. » On était déjà à l'ère où les médias ne savaient plus trop. Ça s'effrite. Il y a de moins en moins de codes d'écoute. Puis là, c'était comme influenceurs partout. Là. Tout le monde qui faisait de la TV, c'était des gens qui avaient fait Occupation Double, qui avaient 150 000 abonnés sur Instagram. Je commençais à être comme tannée de ça. Puis j'avais aussi beaucoup essayé de faire ma place. J'ai fait de la pub, j'ai fait de la chronique, j'ai été chroniqueuse à Radio-Canada, j'ai animé des tapis rouges, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais ça ne levait pas tellement. Puis je trouvais que ce milieu-là était comme phony, pour le dire en anglais. Il y avait quelque chose qui était en décalage avec mon désir d'authenticité. Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, ben j'avais justement mon ami Gabriel Masson qui m'avait reçu à sa chaîne pour parler de satanisme, comme ce qu'on s'apprête à faire. Puis je m'étais dit, je pense que le temps est venu
de parler de ça, parce que moi, ça faisait au moins à cette époque-là 6-7 ans que je faisais de la recherche là-dessus, parce que j'avais écrit un livre que je vais lancer cette année. Là, j'en parle depuis vraiment longtemps, mais là, cette année, je pense que c'est la bonne année pour le sortir, qui est une fiction, mais basée sur des faits. Donc, j'ai fait 4 ans de recherche avant de lancer mon livre, de lancer mon processus d'écriture, pardon. Puis finalement, je me suis dit, tiens, toutes les données que j'ai à ce sujet-là, je vais les mettre dans une petite capsule, un genre de mini-documentaire. Donc, ma première vidéo que j'ai faite s'appelait « Le satanisme à Hollywood », puis ça a explosé, vraiment. Ça a eu un succès monstre. Puis après, j'ai fait ma deuxième, qui était « La pédophilie à Hollywood », qui est assez complémentaire, mais j'avais décidé de ne pas tout mettre dans la vidéo. Justement, dans mes vidéos, j'ai une petite bouchée à la fois. On va y aller progressivement. Elle aussi, elle a eu un gros succès. Elle a été repartagée par des gros blogs français. Donc là, ma chaîne est passée de genre 4 abonnés à je ne sais pas combien de milliers en l'espace d'une semaine. Puis j'ai accouché de ma fille 1 mois plus tard. Donc là, je me suis mis à jongler avec 2 bébés en même temps. J'avais ma chaîne que je voulais continuer d'alimenter. Mais un bébé, ça prend pas mal tout ton temps quand tu es une mère. Fait que maintenant, j'ai 2 enfants, mais j'ai quand même mené de front tous ces projets-là dans les 5 dernières années, de fonder ma famille puis de partir Hello veut savoir. Puis finalement, le but, c'est de parler de sujets qui sont tabous, qui sont sensibles, des enjeux de société, finalement, mais sans tabou. Mon point étant que n'importe quel sujet peut être abordé si on le fait avec pragmatisme puis un esprit critique. Puis on est capable après de discerner les affaires qui se peuvent pas. Des fois, c'est pas parce que c'est inconcevable que ça ne se peut pas puis que c'est pas en train de se produire dans le monde. Fait qu'il faut être capable de parler de tout. Puis c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble, Robert. Ah, écoute, merci beaucoup parce que, comme tu dis, c'est difficile pour beaucoup de gens d'accepter. Puis comme on parlait avant le début du live dans le studio, il y a beaucoup de mythes au Québec, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup c'est très fermé. Puis un des problèmes que j'ai réalisé qu'on avait en tant que peuple, c'est souvent notre barrière de langage. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ou même en Angleterre, où la langue du commerce, c'est l'anglais. Il y a un fort pourcentage de la population de l'Amérique du Nord qui parle anglais. Fait qu'on est limité sur l'information qu'on a. Puis je réalise que souvent, on baigne dans dans l'ignorance, en réalité. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Fait que je suis bien content qu'on peut en parler. Puis j'espère que les gens vont garder un esprit ouvert face à ce sujet-là. Puis comme tu as bien dit aussi, il y a un volet là-dedans qui leur appartient. Chaque individu a le devoir de faire ses propres recherches par lui-même, garder un esprit critique, prendre ce qu'il veut, puis ne pas prendre. Mais toujours, je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert, de dire « ça se peut ». Puis combien de ça est véridique, puis qu'est-ce que je devrais faire par la suite si je veux continuer à m'informer là-dessus. On ne l'a pas, ça, ce réflexe-là, on ne l'a pas au Québec. On dirait que c'est tout de suite, on ferme la porte, puis c'est non, ça se peut pas, c'est trop fou, c'est débile, on veut rien savoir. Mais moi, plutôt ensemble, on va... C'est tout à fait normal de l'humain, je pense, de se braquer par rapport à, ça s'appelle de la dissonance cognitive, puis ça peut être aussi combiné avec du déni. C'est quand c'est trop gros, c'est un réflexe tout à fait normal psychologique de se fermer. Puis je pense que ça devient comme ça joue contre nous. Au début, c'est comme un mécanisme de protection parce que ce serait trop gros, puis bon, probablement que les gens ne seraient pas capables de gérer ce que ça représente, que ce soit réalisé qu'on a été complètement floué puis trahi par rapport à la COVID, puis que c'était juste un test de contrôle social, puis tout ce que ça représente parce que, oui, je ne dis pas que le virus n'a pas existé, mais ça a été clairement utilisé pour renforcer le contrôle mondial, puis l'identité numérique, puis etc., etc. Donc, je pense que pour des gens, prendre conscience de ça, c'est trop. Ça, c'est juste un exemple. Mais là, c'est parce que tu peux zoomer sur à peu près toutes les portions, tous les pixels de la matrice. Puis si tu zoomes, tu vas t'apercevoir qu'il y a un mensonge, il y a une illusion, parce qu'on est dans un monde d'illusions. On est dans la matrice, on est dans la Maya, comme c'est appelé dans d'autres philosophies. Tout est un mensonge. Fait que je pense que c'est bien beau là, de chercher la vérité constamment dans le monde extérieur. Mais je dis souvent, je pense que la vérité avec un V majuscule, la seule façon de la trouver, c'est à l'intérieur de soi. Puis, tu sais, ça devient beaucoup des parasites. Là. Je pense que c'est important de se dresser un portrait clair du monde dans lequel on vit. On pourra en parler peut-être plus tard là, quand on aura balancé une coupe de vérité. Mais après, la question, c'est on fait quoi avec ça maintenant qu'on le sait? Mais je pense que c'est important de trouver un équilibre justement en prenant soin de son intérieur. Là, tu ne peux pas juste être constamment conscient que tu vis dans un monde complètement pourri sans perdre la raison. Là. Puis c'est pour ça que je comprends la réaction des gens de se braquer. Mais on est rendu, je pense, à une étape dans notre société où
on est obligé de passer par là. Il y a des révélations qui sont en train de se produire, qui sont chocs. Ça se joue à l'échelle planétaire. Tout le monde est touché par ce qui se passe, par l'affaire Epstein, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Puis, en tant qu'humanité, peut-être qu'on a à se positionner différemment, peut-être qu'on a un choix à faire, puis on verra bien dans quelle direction ça va aller. Mais moi, j'ai envie de croire qu'on s'en va vers quelque chose de plus beau. Mais tu disais tantôt, tu parlais de ton enfant qui est ta fille, je ne me trompe pas. J'ai une fille puis un gars, j'ai les deux. Mais c'est ça, moi aussi, j'ai un garçon puis une fille, moi aussi. Okay. On est des parents. Fait que, tu sais, quand on parle des atrocités qu'on voit dans les dossiers Epstein qui ont été dévoilés, ça affecte des enfants. Tu sais, c'est pas nos enfants, mais c'est des enfants. Puis en tant que parents, je pense qu'on a une fibre extrêmement sensible à ça parce que c'est le genre de comportement qu'on n'accepterait jamais. Au contraire, on voudrait défendre les enfants, puis une fois qu'on devient un parent, c'est pas juste nos enfants, c'est tous les enfants qui méritent ce genre de protection-là. Fait que de ne pas en parler, de fermer les yeux là-dessus, de dire que oh non, ça se peut pas, pour moi, c'est un non-sens. Ça va contre ma nature, puis c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important d'en parler pour, comme tu disais, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on peut être plus informé sur le sujet, peut-être voir les signes précurseurs, puis intervenir avant que ça aille trop loin, ou même juste en parler avec nos enfants, tu sais, d'avoir plus d'ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut adresser. Mais avant, comme tu dis, d'aller trop loin, je veux commencer par le début. Comme tu disais tantôt, tu as eu quelqu'un qui t'a introduit à cette réalité-là dans le passé. Un collègue, je ne me trompe pas, tu disais au début, ou une connaissance. Un ex, OK. Ouais. Ben, explique-nous un peu, puis explique aux gens là, comment tu as fait la découverte de ce monde-là qui était, aux yeux de plusieurs, un monde de fiction. Ben moi, je travaillais déjà dans ce domaine-là, puis j'étais avec un gars qui était très allumé sur les conspirations, là, disons ça comme ça. Puis, il m'avait parlé du fait que Hollywood, que le satanisme était partout, puis j'avais dit, come on, réaction de tout le monde. C'est juste du marketing, c'est pour faire fâcher les Américains qui sont plus puritains, qui sont plus pratiquants que nous. Arrête, là, tu sais. Puis j'en ai déjà parlé même avec un agent qui est très connu, Hubert Mention, au Québec. C'est un Belge, je crois, c'est tout réserve, mais il est au Québec. Puis il a écrit un livre qui s'appelle Tout le monde vous dira non, qui était un peu ma Bible quand j'essayais de percer dans le show business. Puis j'en avais parlé de ça, puis il avait dit, ben non, c'est du marketing. Tu sais, lui aussi, c'était pourtant, il a été là, vraiment très, très, très proche de l'élite du show business, mais pour lui, c'était du marketing. Fait que moi aussi, c'était ma réaction. Mais là, il s'est même montré des affaires, des vidéoclips. Puis bon, celui que je parle tout le temps qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est la performance de Nicki Minaj en 2013, je pense. Là, je suis sûre, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, mais au Video Music Awards, où elle faisait une genre de messe satanique, finalement, où elle était possédée. Puis bon, il y avait des flammes, les yeux qui révulsaient, elle lévitait. C'était elle qui était possédée d'un démon. Puis là, il y avait comme des prêtres qui essayaient de l'exorciser dans une espèce de rip-off de l'exorciste, le film. Là, tu sais, c'est ce que je dis dans ma vidéo, le satanisme à Hollywood. Il y a deux façons de voir ça. On peut voir comme, OK, c'est une chanteuse qui fait un spectacle un peu spécial, ou on peut dire que c'est une messe noire en plein public, tu sais, où on nous demande de participer à une messe noire. C'est quand même ça, tu sais. Puis après, je me suis mis à voir la récurrence, puis là, tu remontes. Tu sais, moi, j'ai une grosse fan de Led Zeppelin. Mon père tripait là-dessus, fait que c'est sûr souvent on commence en faisant notre éducation avec la musique de nos parents. Puis tu sais, je sais que Jimmy Page était vraiment à fond dans le satanisme. Tu sais, il a acheté le manoir de Aleister Crowley, c'est là qu'ils ont enregistré Led Zeppelin 4. Il y a plein d'histoires, là, tu sais, quand tu écoutes les chansons à l'envers, il y a des espèces de messages codés, là, t'entends Satan, puis t'entends comme plein d'affaires. Il y a la chanson Black Dog, qui veut dire Black God. Tu sais, on sait qu'il était à fond là-dedans, mais c'était comme, pour moi, avant, c'était niché à une branche de le rock and roll ou le hard rock des années avec Alice Cooper, ou avant ça, là, Black Sabbath, etc. Mais là, ce que je me suis aperçue, c'est qu'une mode, il me semble, ça passe. Tu sais, les pantalons de pattes d'éléphant, ça a fini par passer. Puis oui, OK, ça revient, mais il y a une période où c'était complètement plus à mode. Tu sais. Mais le satanisme, c'est constamment présent. Puis plus ça va, plus ça élargit ses sphères. Avant, c'était juste dans une niche. Bon, là, il y a tout le temps du monde, des trolls qui viennent m'écrire « Oh mon Dieu, va pas écouter du black metal, tu vas capoter. » Je suis comme, c'est pas moi, genre, c'est pas moi qui capote parce que mes oreilles sont froissées, parce que je fais juste remarquer qu'avant, c'était comme, il y avait un genre. Puis là, c'est rendu que tu vois des Nicki Minaj, des Katy Perry, des Céline Dion qui font tout ça, puis c'est pas juste de faire les cornes de Satan, mais c'est plus que ça, c'est qu'ils sont les symboles
reliés au satanisme, sont Mhm. omniprésents dans leur persona, donc ce qu'on appelle, c'est leur personnage public, est complètement créé autour de ça. Puis là, tu sais, ça va encore plus loin avec les nouvelles stars du rap, Lil Nas X ou tous ceux-là là, qui sont comme, il y a des vidéos où il se fait, excusez-moi, ça va être cru, là, mais il se fait enculer par Satan dans la vidéo. Là, tu sais, il n'y a plus de subtilité. Là, c'est vraiment. Non, Allô, allumez les amis, là, ils se cachent même plus. Ils n'ont plus besoin de se cacher parce que ça s'est fait au compte-gouttes. Comme la exact. fameuse grenouille qui est dans l'eau bouillante et qui ne s'aperçoit pas qu'il bout. Ben l'eau, là, on est à gros bouillon. Là. Fait que j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont réaliser que c'est ça qui est ça. Tu apportes un très bon point parce que justement, moi aussi, j'ai déjà fait. Tu sais, ils ont banalisé les gestes, puis le symbolisme derrière ça, de façon que tout le monde, c'est devenu normal. Moi aussi, j'ai déjà fait ça avec mes chums, tu sais, Ben oui, sans savoir le sens. Je suis tout sauf un sataniste. ben oui c'est J'ai ça. été élevé de façon de la religion chrétienne avec mon père qui lisait la Bible, des extraits de la Bible pour souper avant qu'on soupe. Il y a eu une Wow. phase dans sa vie où mon père il est retombé plus sur le côté religieux. Puis on avait une vraie Bible avec une grosse Bible, comme tu verrais un prêtre dans une église avoir avec le couvert dur. C'est parce qu'un de mes oncles qui était très, très religieux, il le donnait à mon père comme un cadeau. Puis mon père, il lisait de la Bible. Fait que je suis tout sauf un satan. Puis mon père était Mhm. fondamentalement contre ce genre de choses-là. À cette époque-là, tu parles de Black Sabbath, on avait des chandails, on écoutait la musique. Ozzy Osbourne, toujours aimé ce qu'il faisait comme musique. J'aime Mhm. encore sa musique. Mais Ça. quand on regarde derrière tout ça, plus loin que tout ça, c'est là qu'on voit quelque chose de plus noir, plus dérangeant, puis qui ont réussi à l'aide de comme tu dis, ce style de musique-là, puis les spectacles qu'ils donnaient, à banaliser le vrai sens derrière tout ça. Les gens Exact. qui refusent de le voir vont dire non, non, c'est juste un spectacle. Mais là, on réalise que non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a autre chose après le spectacle. C'est Ben, là que puis ça je devient un pense que problème. c'est important de comprendre que même si vous ne croyez pas à quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Puis Exactement. ces gens-là, je pense, ce que je veux dire, c'est que j'ai la conviction qu'il y a un culte qui a infiltré Hollywood de façon à nous passer constamment des messages qui nous gardent sous le contrôle, donc qui nous gardent dans nos bas instincts. Tu sais, qu'on dise qu'on croit ou non à Satan ou au satanisme, des fois, je dis aux gens, OK, ben c'est quoi d'abord qui seraient les valeurs associées au satanisme selon toi? Puis les gens vont dire, ah, ben, tu sais, le sexe, l'hédonisme, l'égoïsme, l'argent, faire plus de cash, le pouvoir. OK, est-ce que c'est ça qui est vraiment mis de l'avant en ce moment à Hollywood? Oui, c'est juste ça qu'on voit. Les paroles des chansons, les vidéoclips, les films qui se font, qui sont très, très mainstream, bien sûr. Là, il y a encore du cinéma d'auteur, puis il y a d'autres choses, mais c'est ça la grosse tendance. La machine pousse ça pour rendre ça tout à fait normal. L'hypersexualisation des jeunes, la Mm. sexualisation des enfants. Là, on est dans toutes des valeurs satanistes. Fait que, OK, vous pouvez dire, moi, Satan, le dude avec des cornes qui brûle dans les flammes de l'enfer, j'y crois pas. Parfait. Mais il y a une espèce de vibration Oui, mettons qu'on une parle plus énergie. d'énergie, c'est ça, qui est Exact. associé avec ça. On pourrait appeler ça autrement si le mot vous fait réagir. Je n'ai pas trouvé encore un autre mot pour l'associer à ça. Mais finalement, c'est qu'on nous maintient dans cette vibration-là qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller vers quelque chose de plus élevé, vers quelque chose de plus lumineux. Oui, je veux dire, c'est tout le temps touché parler de religion, puis moi, je ne m'identifie pas comme une personne religieuse, mais très spirituelle. J'ai ma spiritualité, je ne ressens pas le besoin d'en parler de long en large à ma chaîne, mais je pense que pour naviguer dans l'ère dans laquelle on est, ça Mm. prend une spiritualité parce que je pense qu'on vit une guerre spirituelle. Puis oui, c'est au niveau des énergies que ça se joue. Fait que, tu sais, après, qu'on peut rester juste sur la surface, de dire, ah, c'est du marketing, il faut juste ça parce que ça fait vendre. Oui, il y a un facteur que, oui, c'est sûr, le sexe fait vendre, c'est sûr. Mais si tu pousses la chose puis tu regardes le portrait plus large, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais tu as dit que tu ne te sentais pas le besoin de parler de ta spiritualité. En même temps, c'est un choix de vie. C'est qu'est-ce qui va guider nos actions, c'est qu'est-ce qui va nous motiver à faire certaines choses, puis ça nous définit. Puis on parlait tantôt de mythes et de tabous au Québec. Tu touches un point très sensible. Les gens ont tellement peur de s'affirmer, de dire, sais-tu quoi, moi, c'est la même affaire que moi, je suis obligé de dire, ou je ressens le besoin de dire, oh, je ne suis pas un pratiquant, je ne vais pas à l'église le dimanche. Je n'ai pas fait ça depuis que j'étais un enfant. J'allais justement avec mon père, on allait à l'église le dimanche. Mais les valeurs véhiculées dans la religion catholique et chrétienne, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Mm-hmm. Tu sais, on a tout le tabou qui vient avec ce qui est arrivé, les événements d'hommes, de Mm-hmm. personnes, et non ceux qui. Le message est bon. Mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que
Je pense que c'est quelque chose que les gens ont besoin d'assumer un peu plus, leur Ouais. spiritualité, peu importe comment on la définit, que ce soit rattaché ou pas à une branche de la religion. Il faut arrêter d'avoir peur de ça, puis dire, sais-tu quoi, moi, je vis ma vie comme ça, puis j'ai pas honte de ça, j'ai pas peur de le dire non plus, parce que le contraire mène à qu'est-ce qu'on vit présentement. Des pratiques, des rituels basés autour du satanisme qui prennent le dessus, qui infectent nos émissions de télévision, notre radio, notre musique, puis c'est devenu banalisé parce que les gens ne réagissent plus à ça. Ils voient Ben, parce comme, qu'on a une c'est juste une perte autre de affaire. repères moraux. Exact, C'est ça. exact. Ça, c'est dangereux pour une société. Absolument. Mais puis c'est voulu. C'est là aussi que là, on se fait traiter de complotiste. Ça a été bien orchestré. Ça fait longtemps qu'on nous inverse la morale. On est vraiment rendu dans un monde de valeurs inversées. Ça, je le dis vraiment souvent. Là, bon, je ne commencerai pas à donner 1 million d'exemples parce que je vais me perdre là-dedans, mais c'est ça qui se passe. Puis aussi, le satanisme, c'est l'inversion des valeurs. Puis c'est nous faire croire que ça n'existe pas. Donc, il y a comme une espèce de paradoxe où les gens y croient pas, mais en même temps, ils sont extrêmement égoïstes. Puis l'égoïsme, c'est la valeur numéro 1 du satanisme. C'est me, myself and I, mon confort avant le confort des autres. Mais tout ça est fait en se faisant à croire qu'on est donc bien des bons citoyens. Je prends, mettons juste l'exemple, je reviens souvent avec le COVID, c'est sûr que c'est quelque chose qui a été traumatisant comme expérience, puis je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Mais on a dit à ceux qui se faisaient injecter avec un traitement expérimental, qu'ils étaient donc bien des bons citoyens et qu'ils pensaient au collectif. Mais moi, je ne connais pas vraiment de monde qui se sont fait vacciner pour des raisons qui étaient autres qu'égoïstes. La plupart ne voulaient pas perdre leur privilège d'aller au cinéma, de continuer de manger au restaurant, de pouvoir aller en voyage. Moi, c'est pas vrai que je fais un hiver ici au Québec, je me fais vacciner parce que je vais aller à Cuba. C'était que des raisons égoïstes. Il y a personne, tous les gens qui ne se sont pas fait vacciner l'ont fait parce qu'il disait, mais dans quel monde on va vivre si on ne résiste pas à ce mal-là qui est en train de nous tomber dessus? Je le fais pour mes enfants. Je pense à Patrick Provost qui a 5 enfants, qui a tout perdu pour son combat. C'est quelqu'un qui a vraiment, lui, il a eu la tête sur la guillotine, puis il a payé pour. J'ai un respect immense pour la force de caractère qu'il a eu, Patrick, dans cette histoire-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le prof d'université qui s'est affiché ouvertement contre l'Université de Laval. Exact. Puis lui, il est vacciné, à soit dit en passant, puis il y a eu des séquelles du vaccin. C'est pour ça qu'il a dit hey, wow, là, c'est pas vrai que c'est tout blanc, tout extraordinaire, le saint vaccin. On va nuancer. Mais on n'avait pas le droit de nuancer. Et donc, pour en revenir à l'égoïsme, on a dit aux gens vous êtes tellement bons, vous pensez au collectif. Donc là, les gens se recouvrent de cette couverture confortable qui leur fait à croire qu'ils sont donc bien extraordinaires. Là, ils se vautrent dans la vertu, mais en fait, c'est hyper égoïste. Alors, c'est ça, je veux dire, par valeur inversée. Tout est fait, on est dans un monde de valeurs inversées. Tu as raison par rapport à la religion. J'ai abordé tous les tabous sur ma chaîne et je pense que c'est le plus tabou, c'est parler de la religion. J'ai reçu un pasteur, j'ai reçu les trad wives là, qui vivent à la maison, qui suivent la Bible. Donc, c'est un sujet que j'aime explorer, mais à chaque fois que j'en parle, je ressens le tabou. Les gens ramènent toujours, ouais, mais les prêtres pédophiles. Puis, comme tu viens de dire, pour moi, c'est pas ça la religion, c'est pas ça la parole de Dieu, c'est pas ça... après, oui, mais il y a des bouddhistes pédophiles aussi. Là, les moines aussi, on leur demande de ne pas avoir de sexualité. C'est juste qu'on n'en parle pas parce que ce n'est pas notre culture ici, puis il n'y a pas vraiment beaucoup de moines bouddhistes. Mais réprimer la sexualité d'un homme, ça va mal finir tout le temps. Là. Fait que c'est pas... pour moi, c'est pas la spiritualité, c'est pas la foi, c'est pas mon rapport avec Dieu, c'est justement ce qui est pourri des systèmes. La religion, ça devient un système, puis tous les systèmes sont corrompus. Mais tu sais, tu parles de système, puis c'est pas là je veux pas aller trop loin là-dedans, mais encore là, tu touches un bon point. La religion a été utilisée comme un outil au Québec pour contrôler le peuple pendant longtemps. Puis ça faisait partie de notre système, c'est la base même de qui on est en tant que culture. Si on regarde les pays d'en haut, c'est une série à télévision, mais il y a beaucoup de vérités qui sortent là-dedans. Puis quand le curé dit quelque chose, il y a beaucoup de poids, énormément de poids. Ouais. J'ai des expériences personnelles de gens qui étaient plus vieux où ce que le prêtre a menacé d'excommunier une femme parce qu'elle n'était plus capable d'avoir d'enfants. Elle en avait eu 15. Elle a perdu 7 sur 15. Combien qu'elle en a eu? 15? 15, elle en a perdu 7 sur 15. Puis le médecin lui a dit, si tu continues, tu vas mourir. Quand le prêtre s'est rendu compte, ou le curé, peu importe son titre exact, mais celui qui gérait l'église, ça c'était à Hall, sur Saint-Jean-Bosco, dans la paroisse Saint-Jean-Bosco à Hall, dans qu'est-ce qui est devenu Gatineau. Le curé ou le prêtre lui a dit comment ça, tu n'as pas d'enfant, tu en as tout le temps. Puis quand elle lui a dit
que le médecin lui avait dit d'arrêter sinon elle n'était pas mourir. Il dit ça, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu meurs, tu vas mourir, mais tu n'arrêtes pas d'avoir des enfants. Elle a dit, je ne suis plus capable. Il l'a excommunié. Mais ça, cette petite histoire-là, c'est une parmi tant d'autres qui démontre clairement la puissance de l'Église, qui était très, à mon opinion, très mal utilisée. C'est pas la parole de Dieu, ça. C'est pas ça que le message que Jésus véhiculait. C'est pas ça que la religion représente. C'est des hommes qui ont vu le potentiel avec le pouvoir qui venait avec la religion, puis la crainte des gens de brûler l'enfer. Parce que excommunier, c'est pas juste de plus faire partie de la communauté, c'est tu vas passer ton éternité en enfer. Puis il y a aussi l'aspect social. Le dimanche, à cette époque-là, on parle de gens qui aujourd'hui seraient dans 80 ans à peu près. Puis ça se passait peut-être dans fin quarantaine, début cinquantaine. Ces gens-là, leur communauté était très importante pour eux. On est des animaux des mammifères, qu'on est fait pour vivre en communauté. On n'est pas fait pour être exclu. Ça peut, dans bien des cas, c'est prouvé que ça va détruire l'esprit de quelqu'un d'être isolé. Fait que ce contrôle-là de l'Église était extrêmement puissant sur le Québec. On a échangé le contrôle de l'Église pour le contrôle du gouvernement, au Québec en particulier, avec des commentaires comme que les gens ont dit « Oh, Papa Legault prend soin de nous ». On dirait qu'on a toujours besoin de s'associer à quelqu'un. Puis je pense qu'une des raisons pour ça, c'est comme tu disais tantôt, on a perdu nos repères. Tu as besoin de quelqu'un pour te supporter quand tu n'es pas capable d'avoir une bonne santé spirituelle ou une fois que tu es dans ce monde-là, tu n'as plus besoin de ce confort-là de gens comme le gouvernement ou comme le clergé à l'époque. Mais de nier tout ce qui est religion, je pense que c'était une mauvaise phase de notre culture, de notre peuple. J'espère que les gens vont se rapprocher de ça dans un nouveau format, puis être capable justement de se tenir loin de ce qu'on se fait gaver avec présentement, avec qui est le satanisme déguisé sous la forme de spectacle, puis de présentation, puis qu'on dirait qu'on ne le voit même pas, puis on y adhère tranquillement, pas vite, de plus en plus. Même les trans, toute l'idéologie trans derrière ça, de transformer un homme en femme, puis après, ça, au point de vue culturel, point de vue spirituel, point de vue culture, il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Des fois, les gens disent, puis j'ai rien contre les trans en passant, j'ai absolument rien contre eux, je comprends, mais en même temps, on dirait que c'est devenu, tout ça, ça a été banalisé à un point où c'est juste comme, c'est devenu normal dans tous les sens du mot, puis c'est toutes des choses qui font en sorte que ça va à l'encontre de la nature humaine, puis qu'est-ce qui est, de façon spirituelle, le mieux pour notre culture. Ben moi, je dirais même que c'est banaliser le phénomène de, mettons, dysphorie de genre. À la limite, j'ai pas vraiment de problème avec ça dans le sens que, OK, c'est un phénomène. Oui, il y a des gens qui ont ça, puis c'est vrai, là, la dysphorie de genre, j'ai reçu Buck Angel, qui est une de mes meilleures entrevues, qui est un activiste anti-woke. Lui, il est trans, mais il dénonce tout l'agenda autour de ça. Puis, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas autant de le banaliser, c'est de le pousser. C'est qu'on invite tous les enfants à se questionner sur leur genre, qu'on invite tous les parents à remettre en question d'assigner un sexe à la naissance, puis de laisser les enfants. Puis là, essaye d'habiller ton petit gars une fois par semaine en robe. Il y a des gens qui me suivent, qui m'ont dit, moi, ma belle-sœur, une fois par semaine, elle habille son petit gars en fille pour qu'il choisisse lui-même éventuellement son sexe. Imaginez les dommages qu'on est en train de faire à toute une génération. Moi, c'est ça qui me dérange, parce que je veux dire, ceux qui sont nés avec la dysphorie de genre, peu importe dans quel contexte on les met, ils vont l'avoir, leur dysphorie de genre. Puis un jour ou l'autre, ils vont devoir apprendre à vivre avec, soit qu'ils vont choisir de vivre leur vie en s'affichant comme le sexe opposé pour vivre mieux avec leur personnalité puis leur vie sociale. Mais c'est quand même une infime minorité. Puis il y a tous les autres que ça finirait par passer si finalement c'est pas de la réelle dysphorie de genre. Mais là, c'est comme, on les invite à faire partie d'une gang, et là, avec toute la question des réseaux sociaux. Puis, on vient de voir dans les Epstein Files, justement, qu'il était derrière ça. Là, je me suis pas plongée à fond, là, j'ai pas les emails sous les yeux, mais il y avait un laboratoire là, de New Mexico, je ne me trompe pas, El Toro, je ne me rappelle plus du nom exact. Son ranch. C'est ça, son ranch, c'était douteux. Là. Il parlait de transhumanisme, puis de modification génétique. Exactement. Il y a des affaires très, très nébuleuses qui se passaient là. Mais c'est complètement weird. Là. Je vous dis, c'est sauté bien raide. C'est comme, les gens ne réalisent pas à quel point les gens qui sont multimilliardaires ne sont pas dans le même, je vais le dire en anglais, là, mindset que nous. Puis c'est ça qu'il faut. Je pense que là, c'est là. Il faut que ça change. Il faut qu'on réalise. Parce que on vit notre vie
tout le temps en projetant un peu par rapport à qu'est-ce que nous, on conçoit. Moi, je suis une personne honnête, je m'attends à ce que tout le monde soit honnête. Puis là, à un moment donné, tu te fais avoir, tu te fais voler ou tu te fais frauder, puis là, tu fais comme oh, tout le monde n'est pas comme moi. OK, aïe, aïe, OK, attends un peu. Puis là, tu réajustes, tu perds un peu de ta naïveté par rapport à ça. Mais là, à chaque étape, c'est de perdre un peu la naïveté, de dire OK, c'est pas juste il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui mangent des bébés, il y a des gens qui violent des enfants, qui en achètent. Il y a un trafic qui se fait au niveau de l'élite. Il y a ça qui existe en ce moment. Puis c'est des gens connus. C'est Jean-Luc Brunel, c'est Jack Lang. C'est tous les noms qui sont en. Je sors des Français, mais en ce moment, au Canada, il n'y a pas forcément de noms directement qui ont été impliqués dans. Ben, c'est pas vrai. Il y a Jeffries, qui était, je pense que c'est un Canadien sous toute réserve, qui était le propriétaire de Abercrombie Fitch, qui était impliqué dans un trafic de réseaux humains. Mais lui, c'était des garçons. Donc, c'était avec Abercrombie Fitch. Il recrutait des jeunes modèles mineurs. Et là, il se faisait. Il y en a un là, qui s'appelle Peter, j'ai la misère pour son nom de famille, N-Y-A. C'est un Suisse, je ne me trompe pas, ou un Hollandais qui était au Manitoba. Il était pris, lui, dans un réseau de pédophilie il y a longtemps passé. Pédophilie, c'est peut-être pas le bon mot, là, puis je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais lui, je pense que c'était un réseau de trafic humain. Il était chargé, puis il était en parallèle avec Epstein. Il y a bien des gens qui disent que cet individu-là, c'était l'équivalent de Jeffrey Epstein au Canada. Fait que, tu sais, de dire que ça se passe pas au Canada, là, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça, c'est partout, là. Partout. Exact. Il y a des Australiens qui ont. Tu sais, moi, j'ai reçu à ma chaîne la survivante d'abus rituels sataniques, Anneke Lucas. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux dans tout ça, je vous invite à aller voir cette entrevue-là. C'est débile. Qu'est-ce qu'elle avait à dire? C'est complètement incroyable. C'est très difficile ce qu'elle a. Tu sais, je ne sais pas comment elle fait pour se tenir en vie, cette femme-là, parce que je veux dire, c'est horrible, mais absolument horrible ce qu'elle a vécu. Puis ça montre aussi la résilience. Puis toutes les survivantes que je connais, j'en ai d'autres à qui j'ai parlé off-cam quand je faisais ma recherche avant Anneke, avant que je parte ma chaîne. Mais il y a aussi beaucoup de témoignages de survivantes que j'ai lus. Leur résilience est absolument phénoménale, mais elles décrivent toutes la même chose. Je pense à Karen Mulder. Je ne sais pas, Robert, si tu as entendu parler de cette top modèle-là qui avait été à Tout le monde en parle en France il y a plusieurs années. Parler, non. OK, ben, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a vraiment, ça ressort beaucoup en ce moment, son témoignage. Thierry Ardisson a dit, avant de mourir, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, j'avais vu une vidéo passer que c'était son plus grand regret quand même. Je suis comme, au moins, il y a encore un petit peu la capacité de vivre des regrets. C'est que cette femme-là était un top modèle, Karen Mulder, une femme absolument magnifique, qui a été longtemps top modèle, mais surtout, elle a une carrière surtout dans les années 90, début 2000. Et là, elle était à Tout le monde en parle pour dire que pendant qu'elle était top modèle, elle a été, je pense qu'elle était pour l'agence Elite, qui est aussi impliquée par rapport à Epstein. Il faut que je me rappelle du nom, là, je l'échappe. C'est Jean-Luc Brunel, c'est l'autre qui avait ces deux très, très grands hommes d'affaires qui avaient des agences de. Anglais ou français? En Les Wexner? Non, c'est ça, c'est en France. En tout cas, le nom va me revenir, c'est pas grave. C'était le propriétaire de Elite Model. Okay. Jean-Luc Brunel, lui, son agence, ça s'appelait M2 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des agences internationales qui recrutaient des top modèles. Et elle a dit, j'ai été trafiquée sexuellement, j'ai été violée. Puis elle dit, en plus, il effaçait ma mémoire. Donc, je me rappelais de rien jusqu'à ce que je finisse par être capable de me rendre compte, wow, OK, j'ai été violée. Puis là, elle se met à nommer, à balancer des noms. Et là, la productrice, je pense que c'était une productrice de Tout le monde en parle en France, se met à capoter en coulisses. Et là, il l'interrompt, puis arrête l'entrevue. Mon Dieu, hein? Elle est en délire psychotique, cette femme, cette pauvre femme qui invente des choses. Et non seulement l'entrevue, je pense que c'est sinon la seule ou une des seules entrevues, Tout le monde en parle, qui n'a jamais été diffusée, mais ils ont effacé les tapes, donc il n'y a pas moyen de jamais revoir, en tout cas c'est ça qu'ils disent, pas moyen de revoir cette entrevue-là. Dieu merci, Tout le monde en parle est enregistré devant public. Et là, c'est parce qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont écouté, puis clairement, c'est pas tellement difficile à concevoir qu'une top modèle dit qu'elle a été violée. Là. Je veux dire, on a souvent entendu parler d'allégations. Ces femmes-là sont utilisées comme d'achères, c'est des poupées Barbie. Là. Qu'est-ce que tu dis là, par exemple? Puis la réaction de Tout le monde en parle en Europe, en France, ça devrait outrer tout le monde. Parce que pourquoi tu cacherais ça? Puis on sait pourquoi. C'est parce que c'est la grosse argent, c'est la clique, c'est l'élite. Fait que tout tourne
au diable la vérité, là. Ils vont parler de vérité seulement quand ça ne les implique pas d'aucune façon financière. S'il n'y a pas de risque, là, on va en parler. Mais dans ce cas-là, de dire quelque chose en même, il y avait des répercussions potentielles financières, fait qu'on dit de la merde, on ne le publie pas. Mais ça, c'est pas bon pour personne. Des réputations aussi, parce qu'elle a nommé beaucoup de noms. Bon, je pense qu'il y avait de la royauté, qu'elle avait été prostituée de la royauté. Puis en plus, c'était très MK. On le voit avec Andrew, là. Comment? On le voit avec Andrew, le frère du prince, du roi Charles le troisième, son propre frère Andrew, qui était expulsé. Il a perdu tous ses titres parce qu'il y a des preuves irréfutables qui étaient avec des jeunes mineurs dans l'affaire Epstein. Il y a des photos qui ont sorti. Il est probablement le plus entaché. Cependant, ça fait quand même vraiment longtemps qu'il a perdu son titre. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Comment ça qu'il n'est pas en prison? Les victimes s'en crissent un peu de ça, je pense. C'est pas ça que les victimes veulent. Là. Tout le monde, exactement. Puis en plus que sa victime principale a été suicidée l'année dernière, alors qu'elle avait dit qu'elle n'était pas suicidaire puis que si elle mourait, c'était pas un suicide. C'est quand même assez louche. Alors ça, c'est Virginia Giuffre. Mais pour terminer avec Karen Mulder, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il y a des gens qui ont sorti la nouvelle, qui ont dit ce qu'ils avaient entendu. Ils ont dit, voyons, le témoignage de cette femme-là était tellement crédible. Puis là, on a eu un peu vent de ce qu'elle avait dit, ce qu'on n'entendra jamais de sa bouche. Mais le plus horrible là-dedans, c'est que Thierry Ardisson et sa clique ont fait venir sa famille. Donc, ils l'ont interné. Ça aussi, il va falloir qu'on parle du modus operandi de MK Ultra, c'est de les rentrer dans des institutions en les faisant croire qu'ils sont fous, puis là, ils vont dans une espèce de processus de torture où on leur fait oublier la mémoire, puis on les rend un peu légumes, puis après, ils deviennent encore plus faciles à contrôler. Ça sonne complètement farfelu parce que je le résume en une phrase. J'ai fait une vidéo complète là-dessus qui s'appelle « Le Mind Control à Hollywood ». C'est ma 3e de la série de « À Hollywood », qui explique vraiment comment... c'est trop complexe pour le résumer aujourd'hui, mais je vous invite à aller la voir, cette vidéo-là, pour mieux comprendre si vous êtes nouveau par rapport à ça. Mais elle expliquait vraiment ce qu'on sait depuis des décennies, ce qu'on sait depuis la Church Committee en 1975, finalement que les gouvernements, là, à l'époque c'était la CIA, mais ont trouvé des façons finalement de rendre les gens serviles, de casser finalement l'esprit, de réussir à vraiment comme le contrôler. On peut appeler ça le contrôle de l'esprit, mais mind control, je trouve que ça se traduit difficilement en français. Et finalement, ils ont fait venir sa sœur, si je ne me trompe pas, comme quelques mois plus tard, et pour dire, ouais, elle a eu vraiment une période difficile, elle était surmenée, mais oui, elle a des problèmes de santé mentale, elle est folle. Et là, sa propre sœur est venue complètement salir sa réputation en disant que tout ce qu'elle avait dit, c'était du délire. Et ils ont demandé à Karen, là, je suis toute réserve parce que ça fait quand même plusieurs années, je pense que ça fait 8 ans que je n'ai pas lu là-dessus, mais il me semble qu'il avait même demandé à Karen Mulder de venir, oui, c'est ça, il avait fallu, parce qu'elle venait faire l'annonce de son album parce qu'elle chante. On lui avait dit de dire qu'elle avait tout inventé, c'était un mensonge. Puis là, il lui posait la question, c'était clair qu'elle était obligée de le dire. Puis elle n'arrivait pas à dire non, j'ai tout inventé. À trouver une façon de dire, ben, c'était comme elle contournait, mais ça paraissait qu'elle avait le gun sa tante qui disait, tu vas aller dire que tu as tout inventé et que tu étais dans un délire. Donc, on est à ce niveau-là de pouvoir. Puis ça, c'est un exemple qui avait déjà sorti avant Epstein. Là, ce qui se passe avec les Epstein Files depuis le 30 janvier, c'est qu'on a confirmation par-dessus confirmation que tous ces témoignages de victimes étaient vrais. C'était tellement facile de les balayer, de ne pas les mettre en ondes, de les effacer. Ça devient plus difficile de le faire maintenant. Tu as dit 2 affaires que j'aimerais toucher avant d'aller plus loin parce que je sais que l'auditoire, ceux qui écoutent, du moins de mon côté, vont avoir des questions, puis ils ont peut-être de la difficulté à croire ce que tu apportes comme information, même si j'ai une auditoire qui est pas mal avec l'esprit critique. Tu as parlé d'Anneke Lucas. Anneke Lucas. J'ai de la misère à prononcer son nom. Anneke. OK, Anneke Lucas. As-tu, pendant ton entrevue, est-ce que tu as parlé de Pierre-Éliott Trudeau? On n'en avait pas. À ce moment-là, elle n'avait pas nommé de nom. Elle l'avait pas dit, hein? C'est plus tard qu'elle a nommé Rockefeller. Je ne sais pas si quand elle est venue me parler, elle avait déjà nommé Pierre-Éliott Trudeau, mais oui, effectivement, elle l'a nommé comme étant un pédophile. Parce que là, exact, parce que la raison dont j'en parle, c'est parce que les gens doutent, puis continuent à douter que ça ne se passe pas au Canada, que ça ne peut pas se passer avec l'élite du Canada. Mais elle témoigne, elle nomme Pierre-Éliott Trudeau, puis son témoignage qu'elle a donné, moi je l'ai vu sur PBD Podcast avec Patrick Bet-David aux États-Unis. Puis je pense que c'était une première, c'est là qu'elle l'a vraiment divulgué pour la première fois. Elle disait, puis je paraphrase, là, c'est pas exactement le nom, mais elle disait qu'au bout de la ligne, qu'elle est amenée dans une opération, comme tu dis, de MK Ultra, par, je ne me trompe pas, c'est David Rockefeller? Oui. Ou
qui était en charge de elle. C'est son handler qu'elle appelle. Fait que je ne sais pas comment le traduire en français, handler, mais c'est quelqu'un qui est à Un responsabilité. marionnettiste, genre? C'est ça, c'est lui qui gère comme un pimp, là, comme quelqu'un qui s'occupe d'une prostituée ou une escorte. Mais encore plus intense que ça, parce qu'il oui. y a la charte, il y a le code du programme pour l'activer puis le faire. Exact, il y a vraiment contrôle. Tu as absolument raison, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui gère une prostituée, il contrôle la personne. Puis quand après qu'elle a eu la soirée avec, puis elle dit c'est où, là? C'est crédible en tabarnouche, elle dit que c'est un événement en Belgique, elle a tout décrit, Oui, très, puis très les bien dates, décrit. on Les peut les dates, confirmer, elle était à exact. Davos, on peut confirmer qu'effectivement, cette année-là, Davos était en Allemagne ou en Suisse, je ne sais plus, là, mais là où elle était Elle parlait après ça de qu'est-ce que Pierre-Éliott Trudeau voulait. Parce que c'est ça que Rockefeller lui a demandé. C'est-tu Rockefeller ou Rothschild? Mais il mélange toujours ça. Non, c'est Rockefeller. OK, parfait, Rockefeller. Bon, je ne veux pas me tromper. Et lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Parce qu'il faut se mettre dans ce contexte-là. Lui, il envoie ce jeune. Elle avait 10 ans à l'époque. 10 ans. Ça peut être dégueulasse là, pour faire un enfant même à une jeune fille de cet âge-là. Puis il a demandé c'était quoi les fétiches de Pierre-Éliott Trudeau. Parce que ça, c'est clairement une question de contrôle. C'est ça qu'il voulait. Puis elle a dit la seule chose qu'il voulait, c'est de me tuer. Il voulait m'étrangler. Mais ça ne faisait pas partie de l'entente. Il ne pouvait pas la tuer. Parce que ce n'est pas à deal. Quand tu payes pour quelque chose, tu as le droit à certaines affaires. Elle dit, si tu veux vraiment donner ce qu'il veut, il faut que tu envoies quelqu'un que tu es prêt à perdre. Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut tuer la personne. Fait que ça, c'était vraiment dérangeant. J'ai trouvé ça très percutant. Je sais qu'il y en a qui vont avoir des doutes face à ça. Ils vont dire, ça se peut pas. Ça se peut pas. Justement, je veux rebondir sur ce que tu dis par rapport à ceux qui ont des doutes. C'est ça l'affaire, c'est que les témoignages, on peut toujours douter. On peut dire, ils inventent, ils font ça pour avoir du temps d'antenne, ils veulent se mettre sa map, elle a un livre, elle veut vendre son livre. Peu importe les conneries que les gens... Je vois pas comment tu voudrais te mettre sa map en constamment parlant d'horreur puis d'affaires franchement horribles qui sont super traumatisantes. Mais, puis en plus, avec tout le backlash que tu reçois, que personne ne te croit, puis les côté attaques légal que tu vis, puis ouais, c'est ça. Anyways, mais peu importe. Il y a des gens qui aiment mieux expliquer ça, rationaliser ça en disant comme elle fait ça pour se mettre célèbre. Peu importe. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a des courriels qui viennent de sortir, par exemple, où on voit, pas juste des courriels, mais il y a aussi des dossiers du FBI qui ont été quand même déclassifiés, tout ça dans les 3 500 000 files qui ont été déclassifiés, où on peut lire, par exemple, que pour son anniversaire, une personne inconnue a donné à Jeffrey Epstein 3 jeunes filles de 12 ans. Débile. Il y a un autre email où on peut voir qu'il se vante dans le taxi d'avoir acheté à sa mère une petite fille. Donc, on sait... Il y a toute l'affaire des pizzas aussi. Là. On a une tranche de pizza. Il faudrait savoir, dans le courriel, je paraphrase encore, là, mais en gros, on a seulement une tranche de pizza. Il faudrait savoir combien d'adultes qui viennent pour savoir combien de morceaux il faut la couper. Ça, c'est pour te situer, on est dans un Wikileaks de 2012, qui est le premier gros Wikileaks qui est sorti. À ce moment-là, puis ceux qui ont fait ça, c'est une firme de renseignement au Texas. Et alors, on a le VP qui envoie un email à 3 de ses collègues qui dit « Hey, est-ce que les gens de Austin au bureau sont là? We have pizza and we want to know, Austin, we have to cut it. » Exact. Parce qu'on a juste une slice. Donc, ça donne un peu l'impression qu'on n'est pas en train de parler vraiment d'une pizza, mais plus... Mais il en rajoute en disant, tu sais, c'est juste une tranche, mais elle est très délicieuse. Tu sais, on le sait, là, tu peux lire entre les lignes, là, Chris, tu parles pas de vraiment un morceau de pizza, là. C'est comme ça que c'est la partie de Pizzagate qui est comme... Exact. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, mais c'est là-dessus que je suis en train de préparer une capsule que je vais probablement essayer d'enregistrer aujourd'hui, fait que ça devrait sortir cette semaine. Parce que pour moi, le Pizzagate, c'est comme je viens de dire, c'est la pointe de l'iceberg. Si vous voulez commencer quelque part, commencez avec le Pizzagate. C'est vraiment... Après, vous allez débouler dans le terrier du lapin, puis vous allez aller dans tous les sens avec la torture, parce que oui, il y a aussi des emails de Epstein au sultan de, je ne sais plus, les Émirats arabes ou je ne sais plus quel pays, qui dit thanks for the torture video. Merci pour la vidéo de torture. Nonchalamment, mais je veux dire, c'est assez rare que j'écris des emails à des amis pour les remercier d'une vidéo de torture. Surtout qu'on sait, là, on remet dans le contexte, on sait que Jeffrey Epstein a reçu en cadeau 3 jeunes filles de 12 ans. On sait qu'il achetait des humains. Puis là, il y a tout le scandale autour du beef jerky qui est en train de sortir. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ah non, oui, ça, c'est dégueulasse, là. C'est franchement dégueulasse. Oui, voilà, parce que... Puis il y a toute la question du cannibalisme. J'en parle aussi dans mes vidéos. On parlait de satanisme tantôt. Ces gens-là sont profondément tordus et c'est des pratiques qui existent depuis la nuit des temps. Si on lit la Bible, l'Ancien Testament, il y avait constamment des sacrifices.
des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux, manger le sacrifice, etc., les sacrifices de sang. C'est des pratiques qui existent depuis la nuit des temps. Nous, on ne les fait plus en 2026, nous, la plèbe, les gueux, le commun des mortels, mais comprenez que ceux qui sont des hautes familles, qui se transmettent le pouvoir depuis génération en génération, c'est comme ça que ça se passe. J'invente rien. C'est largement documenté ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ben, ces gens-là, ils ont une spiritualité. Premièrement, ils croient qu'ils sont une race supérieure. Ça, c'est un fait. Ils croient en la génétique. Ils croient en le lien du sang. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'ils font prendre des prises de sang. D'ailleurs, Anneke Lucas l'a dit. Il avait fait un test de sang. Ils ont vérifié son sang. Ils ont vu qu'elle avait un sang royal ou je ne sais plus. Elle avait quelque chose d'important dans son sang. Donc là, elle s'est mise, ils l'ont entraînée pour devenir une esclave qui était appelée à devenir une pop star. Donc, ils sont mis à la former dès un jeune âge, là, parce que finalement, les pop stars, c'est pas surprenant à entendre, là, qui réussissent à percer. Elles sont choisies depuis très longtemps, puis elles naissent dans ce cercle-là. Donc, finalement, c'est ça, c'est juste pour finir mon aparté, c'est que c'est des rituels qui existent depuis la nuit des temps, et ces gens-là nous voient comme du bétail, comme une sourasse, comme des goyim, pour reprendre le mot qui est utilisé par Jeffrey Epstein, de long en large dans ses emails où il parle de nous, les goyim, un peu comme les kafirounes pour les islamistes. On est comme une sourasse que c'est pas grave de tuer parce qu'on est des âmes de valeur moindre. Alors, une fois qu'on comprend que c'est comme ça que ça marche dans la tête des dirigeants, ou en tout cas de certains qui sont au pouvoir, là, ça nous amène à changer un petit peu notre rapport au monde. Absolument. Absolument. Puis je veux toucher quelque chose d'autre parce que en moi et toi, on connaît le sujet. Mais il y a bien des gens qui écoutent, pour eux, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Puis ils vont avoir beaucoup de doutes. Tu as parlé d'MK Ultra. C'est un programme, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est un de mes bons amis qui m'a parlé de ça. Puis comme plusieurs autres personnes, Québécois ou Canadiens, ou juste une personne normale, je me suis dit, impossible, bullshit. Ça se peut pas que tu programmes du monde de même dans un laboratoire spécial. Bien, à tous ceux qui ont des doutes, là, je vous invite à faire des recherches en ligne, aller voir le recours collectif présentement qui est au Québec pour des gens qui ont subi des traitements qui étaient sans leur consentement à l'Université McGill de Montréal. La CIA travaillait avec l'Université de Montréal. J'oublie le nom du médecin. Ewan Cameron. Exact. Puis, il y a un recours légal, présentement au niveau de la justice, ouvert au Québec, dont il y a ma belle-sœur a trouvé l'information. Puis qu'est-ce qui nous a mené dans cette j'allais dire en anglais, dans cette tanière de lapin, rabbit hole-là, que tu veux, c'est que le père à mon beau-père, qui ça donne être le grand-père de ma blonde, a été traité dans les mêmes années là-bas. Puis il me parlait d'effets secondaires où il n'était plus là, il est devenu un peu, comme tu disais, un légume, il est devenu un itinérant, où il ne travaillait plus, il ne fonctionnait plus en société suite à ses traitements. Puis son médecin, ça s'est tout passé dans la même période, à la même époque. Fait que ma belle-sœur a été voir en ligne, a trouvé le recours collectif. Fait que si vous pensez que c'est pas vrai, puis qu'on fabule, que qu'est-ce que Héloïse dit comme c'est là, ça se peut pas, que ça n'existe pas, bien, il y a des preuves concrètes présentement que ça s'est produit au Québec, entre autres. Mais l'affaire avec MK Ultra, je pense que il faut vraiment que tu sois juste franchement ignore ou dans un déni pas possible de dire que MK Ultra, c'est pas vrai. C'est pas une théorie du complot. Tout le monde le sait. Il y a eu une commission d'enquête qui a eu lieu, la Church Committee, dans les années 70 aux États-Unis. Il y a des documents, il y a beaucoup de documents qui ont été déclassifiés. Il y a des films qui ont été faits là-dessus, des documentaires. Il y a des livres et des livres et des livres qui ont été écrits là-dessus. Je veux dire, c'est un fait. Tout le monde sait qu'MK Ultra a existé. Là où les gens décident de faire du déni ou de l'évitement, c'est qu'ils vont se dire, ouais, mais justement, ça a sorti dans les années 70, ils ont arrêté. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils avaient arrêté. Et là, c'est là que ça devient vraiment de la naïveté suprême. De juste, mais pourquoi il a arrêté? Il y a absolument, comme il n'y a eu aucune conséquence. Et là, en plus, c'est que le gouvernement s'est exposé en montrant qu'est-ce qu'il voulait faire. Et ce qu'on voit quand on regarde, parce que ça a commencé dans la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le projet Paperclip, le gouvernement américain est allé recruter les scientifiques complètement débiles qui avaient comme fait plein de sévices sur les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'opération Paperclip, ça. Exactement, l'opération Paperclip. Ils les ont fait rentrer sur le territoire américain, leur ont donné des passeports et leur ont dit « Bienvenue chez nous, maintenant vous pouvez travailler ». Et d'ailleurs, ça a recruté à la NASA, ça a recruté dans plein de champs d'expertise. Et on a, pour la CIA, on a recruté ceux qui se sont mis à continuer les tests sur la psyché humaine pour trouver comment briser un humain et
le contrôler. Donc là, ils ont Oui. testé plein de choses, la drogue, beaucoup le LSD, Mhm. ils ont la torture, plein d'affaires, OK? Vraiment. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de contrôler un esprit humain. Et c'est important aussi de dire que dans les documents qui ont été déclassifiés, on sait que Richard Helms a donné l'ordre de détruire tous les documents en lien avec Oui. MK Ultra quand il s'est mis à sentir la fumée, puis il a vu que En là, l'opinion 67, je pense, publique. autour de là. C'est ça. Au début 70, alors là, ils ont détruit tous les documents. C'est la même chose avec les dossiers Epstein qui sortent en ce moment. C'est sûr qu'il y avait un mot d'ordre de tout détruire. Je pourrais revenir à ça, le type de document qu'on a en ce moment. C'est important de donner le contexte, comment ils sont sortis. Mais finalement, pour finir avec MK Ultra, il y avait bien entendu, les Américains ont tendance à oublier que nous, on existe et ils avaient oublié de détruire les documents de McGill. Alors, c'est pour ça, justement, quand on parle de MK Ultra, on parle énormément de Montréal parce que c'est la plupart des documents qui n'ont pas été détruits sont reliés avec des expériences du Dr. Cameron, qui était complètement débile, un vrai psychopathe. Et c'est finalement, ça donne de la crédibilité, mais il faut dire que malgré ce qu'on pense, qu'on conçoit, puis oui, il y a eu des témoignages, oui, il y a eu la Church Committee, mais ils ont essayé quand même de banaliser, de faire taire un peu les victimes puis les témoins. Mais malgré tout, on a un portrait assez global que le gouvernement, et oui, je dis bien le gouvernement, pas la mafia, pas d'un groupe criminel, le gouvernement a décidé de trouver une façon de briser la psyché d'un humain pour le contrôler et ont trouvé comment? Avec des techniques d'hypnose. C'est important de le dire parce que la télévision Oui. est très présente dans nos vies. L'hypnose, c'est ça, là. C'est pas un spectacle de genre mesmer ou moi, je crois ou pas à l'hypnose. L'hypnose, c'est un fait. C'est un état de votre cerveau. Tout le monde peut être hypnotisé. Et c'est ça, ils ont réalisé qu'on était capable de contrôler. Et quand on comprend que nos élites veulent du contrôle absolu, je ne vois pas pourquoi ils auraient arrêté. Ils ont compris, OK, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on aille un peu plus undercover. Et il paraîtrait que le programme a muté. Et il y a énormément de survivants qui disent, dont Anneke Lucas, mais moi, la fille avec qui j'ai parlé faisait partie du programme qui a suivi MK Ultra parce qu'elle était plus jeune, qui s'appellerait le projet Monarque. Et finalement, c'est la même affaire. On continue de torturer des jeunes. Ils naissent dans un cercle de pédophilie qui est extrêmement lucratif, de trafic humain où on fait de la porn d'enfants. Là, et ensuite, ça s'échange ces vidéos-là entre eux. Bref, il y a énormément d'argent qui se fait autour de ça présentement. Oui. Et les gouvernements font de l'argent sur ça. Et les élites, comme elle, la fille que j'avais eue en entrevue pour ma recherche, elle n'est pas sortie publiquement, là, je l'ai trouvée en faisant mes recherches, mais elle, son père était très haut placé de la police en Angleterre. Donc, il contrôlait la police. Donc, si elle essayait d'aller à la police pour s'en sortir, il n'y avait aucune chance qu'elle s'en sorte. Donc, c'est vraiment, c'est très, très haut dans les sphères de la société. Exactement. Puis c'est ça qui rend le sujet tellement difficile à digérer pour plusieurs personnes. C'est qu'ils se disent, c'est comme le script d'un film d'horreur. Ça se peut pas, ça peut pas être vrai. Mais pourtant, il y a de plus en plus de documents qui sortent qui prouvent qu'en effet, c'est vrai. Puis de rester dans l'ignorance, dans le déni, ça ne réglera pas le problème. On est dans une ère de technologie, d'information, où cette information-là, on a le potentiel de sortir comme qu'on fait là. Avant, là, il aurait fallu écrire un article en 70, 75, peu importe, c'était tout sur papier. Puis tu ne publies pas de journal si tu n'as pas l'approbation de ceux qui mènent. Puis c'est qui mène? Dans bien des cas, puis j'accuse personne de rien, mais c'est l'élite. C'est le monde avec l'argent. Les hautes familles, c'est ça. Exact. Tu sais, les pelados, les marais au Québec, si ton article ne va pas, eux autres, ils n'aiment pas ce que tu écris, tu ne le publieras pas. Puis si tu le publies, tu ne publieras pas plus souvent qu'une seule fois. C'est un peu comme tu disais avec l'entrevue en Europe, tu sais, qu'ils ne l'ont pas publié. Il y a des raisons derrière ça. Mais aujourd'hui, on a le potentiel de le faire. On sort l'information. Puis j'espère que les gens vont écouter et dire, écoute, même si c'est dur à croire, au moins, garder l'esprit ouvert et dire, OK, on va regarder ça de plus près. On va être attentif aux signes, on va écouter, puis après ça, on prendra nos propres décisions. J'aimerais ça aller plus creux, parce que je sais que tu en connais beaucoup là-dessus dans le monde d'Hollywood. Si tu as encore du temps, là, parce que ça fait quand même 1 heure qu'on fait, pratiquement 1 heure qu'on est en live, qui est parfait. Ça passe vite quand on parle de sujet. Oui, puis il y a tellement à dire, tellement à dire. C'est ça. Je ne veux pas non plus surcharger les auditeurs, mais oui, vas-y. J'aimerais avoir un peu plus, juste toucher les points importants que tu avais découverts avec Hollywood en rapport avec tout ce genre de rituel-là. Tu sais, on sait que bien les artistes, ça se passe, il y a des rumeurs aux États-Unis, le Club of 27, je ne me trompe pas, 27 ans, plusieurs personnes qui sont décédées à 27 ans, plusieurs musiciens, plusieurs artistes.
C'est une drôle de coïncidence. Il y en a bien qui disent que dans des entrevues qui ont donné leur âme pour avoir le succès qu'ils ont là, ça sort, ça glisse à certains moments dans des entrevues. Beaucoup de célébrités qui ont été pris à dire des choses comme ça à travers les années. J'aimerais ça toucher un peu à ça, puis sensibiliser les gens à cette réalité-là. Ben, je dirais, je reviendrai à ce que j'expliquais un petit peu par rapport aux rituels puis les pratiques qui existent depuis la nuit des temps. Le sacrifice en est une. Donc, que vous croyez ou non à ces choses-là, ça n'a absolument aucune importance. Ces gens-là, ils croient. Et il y a énormément de gens qui ont dit dans l'industrie qu'on fait un pacte avec Satan et là, ça nous donne le succès. Katy Perry l'a dit, Bob Dylan l'a dit, il y en a plein là, qui ont été on cam, qui ont été dire « j'ai fait un pacte avec Satan ». Il y en a plein qui le mettent dans leurs vidéoclips. Là. On voit clairement qu'ils sont à fond dans la promotion du satanisme, fait que c'est évident qu'ils le font. Et donc, ce qui a été nommé à plusieurs reprises, c'est qu'il faut faire un sacrifice humain en échange, parce que tu ne peux pas juste faire « ah oui, Satan, j'ai envie d'être à ton service », puis « ok, mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ?» Donc, il faut que tu sacrifies quelqu'un, un membre de ta famille, tu sacrifies ta vie, mais généralement, c'est un membre de la famille. D'ailleurs, j'ai mes réserves par rapport à... j'ai deuillé, comment ça s'appelle le nouveau... oui, pourquoi j'ai un blanc? Sur le noir qui est l'ex de Kim Kardashian. Hein? Il se fait appeler Ye maintenant. Kanye West, lui, OK, bon, on s'entend... je pourrais en parler longuement, il est clairement ultra lui aussi, mais il y a eu des éclats où il s'est mis à dire des vérités, mais d'une façon tellement farfelue que personne ne le croit. Mais il a dit que sa mère avait été sacrifiée. Il l'a dit en entrevue, là, vous pouvez facilement la trouver sur Internet. Il dit « My mom was sacrificed pour que j'aie du succès, blablabla ». Puis, il dit « People tend to die in Hollywood ». Vous remarquerez, les gens meurent pas mal à Hollywood, pas mal jeunes, puis dans des circonstances assez étranges. Puis là, il s'est mis à nommer des noms. LeBron James, je ne sais plus c'est qui exactement, parce que je ne connais pas du tout le sport américain, mais... Le basketball, ça. De basketball, mais je ne sais plus si c'est sa mère ou si c'est sa sœur, ou je ne sais plus exactement, ou même peut-être un enfant. Bon, là, j'ai un blanc sur l'autre joueur de basketball le plus grand de l'histoire. Je ne suis pas un fan de basketball, mais... Sa fille est décédée. Il y a vraiment comme... Quand tu commences à regarder Beyoncé, il y a plein... Lady Gaga. En fait, si tu regardes chaque vedette, et Beyoncé, on dit que c'est Aaliyah, là, qui était une chanteuse super émergente. Puis là, soudainement, elle est morte dans un crash d'avion, dans des circonstances vraiment étranges quand on commence à investiguer là-dessus. Puis tout de suite, au même moment, la même année, Beyoncé s'est mise à devenir extrêmement populaire. Donc, on dit qu'elle aurait comme pris sa place. Alors, il y a vraiment comme... Ça, une théorie du complot, c'est sûr. Mais en fait, c'est que la récurrence, pour moi, c'est ça, je dis tout le temps, la récurrence de coïncidences fait en sorte que ça donne une certaine crédibilité parce que quand est-ce que c'est plus une coïncidence? Après combien de fois qu'on commence à dire « Wow, attends, là, moi, ça n'arrive pas dans ma vie qu'autant de gens meurent là, autour de moi. » Mais là, à Hollywood, tout le monde a des gens qui meurent jeunes dans des circonstances étranges. Non, écoute, puis tu touches un sujet quand même, parce que quand on parle de coïncidence, justement, combien que ça en prend, c'est comme les Clinton. Combien de monde qui sont morts autour d'eux autres. Puis là, jusqu'à quel point tu veux être naïf au point de dire c'est normal. Quand tu es rendu au-dessus de 80 personnes dans ton entourage, les médias qui les Clinton, c'est des fous furieux. J'espère qu'ils sont les prochains à tomber. C'est tellement, tellement clair que ce sont des criminels au plus haut degré. Il n'y a aucune subtilité. Ils ne s'en cachent pas tant que ça. On a trouvé une peinture immense dans l'une des maisons de Epstein où il est habillé en femme avec des souliers rouges qui ont toute une signification symbolique. Une robe bleue aussi, je pense. En robe bleue, donc se travestir. Tiens donc des agendas qu'on retrouve à fond, tous les hommes qui vont sur des tapis rouges à Hollywood, habillés en femmes, qui portent des robes. Ça fait déjà un bon 15 ans qu'on voit cette tendance-là. Avant qu'on appelle ça le wokisme, on appelle ça le gender blurring agenda, ceux qui étaient conscients de ce qui se passait, qu'il y avait un agenda de flouter les genres. Mais donc déjà, on voit Bill Clinton, puis Hillary Clinton est extrêmement attachée dans toute la question des Pizzagate. Puis il y a beaucoup d'histoires de meurtres, comme tu dis, dans leur entourage. Donc là, je pense qu'eux sont les prochains à tomber. Mais il y avait aussi Clinton Foundation qui ils sont impliqués dans des histoires de trafic humain dans pays. C'est des pays en Afrique, je ne me trompe pas, un pays en Afrique. En Haïti aussi, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose à Haïti, puis je pense qu'il y en a un qui commence par N, le nom m'échappe, mais je n'ai pas suivi ça à la loupe.
Mais oui, ces gens-là, puis tu sais, c'est des gens qu'on voit à la télévision, comme un des mortels au Québec, regarde ça, et dit, ben non, est-ce que ça se peut pas, là, c'est un ancien président. Ouais, ça se peut pas non plus avec Monica Lewinsky. Il a Ou tu parlais de Trudeau tantôt, tu sais, c'est ça Ouais. aussi, c'est des gens qui naissent, c'est comme Pierre-Éliott Trudeau a été nommé par plus qu'une victime survivante de rituels sataniques pour dire qu'il était un pédophile. Il y a aussi, là, j'ai lu beaucoup de livres de survivantes, fait que j'hésite entre Katie O'Brien ou Bryce Taylor, qui sont deux survivantes qui ont écrit des livres. Mais il y en a une des deux, en tout cas dans le livre, qui a dit qu'elle était régulièrement trafiquée à Pierre-Éliott Trudeau quand elle était enfant, en plus d'Anneke Lucas, puis que c'était qui était extrêmement violent. Ça. Donc, ça corrobore ce que les témoignages des autres. Exact. Mais après, pourquoi on a un Justin Trudeau qui devient premier ministre? Est-ce un pur hasard ou il est né dans le culte, il est né là-dedans, il est formé depuis qu'il est tout petit à être probablement qu'il a été torturé, probablement qu'il a passé à travers le training, puis maintenant, il est contrôlé par une élite. C'est juste des marionnettes, vraiment. Regarde avec qui présentement. Tu parlais de Katy Perry tantôt, mais là, il est avec qui? Il est avec quel Katy Perry. Une coïncidence. Il y en a, comme on dit, ça en fait beaucoup des coïncidences, puis c'est drôle parce que Katy Perry, pour ceux qui sont comme à fond dans la... je ne vais pas dire dans la... Comment je pourrais appeler ça? Qui suivent ça depuis longtemps, on remarque que Katy Perry est constamment dans un rituel d'humiliation, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'ils font souvent à Hollywood. À un moment donné, l'artiste va aller dans une phase d'humiliation. On ne sait pas pourquoi, je ne suis pas forcément au courant des détails, mais on l'observe. Puis Katy Perry, jamais vous entendez parler d'elle d'une façon positive. C'est tout le temps une humiliation. D'ailleurs, juste son affaire d'aller dans l'espace avec Bezos, c'était clairement une humiliation. Là, tout le monde a ri d'elle, c'était ridicule. C'est tout ce qu'elle fait, c'est ridicule, tout le temps. Puis là, elle est pognée avec notre ex-premier ministre qui s'est couvert de honte et de ridicule. Fait qu'on dirait qu'elle est comme pognée pour vivre. Tu sais, maintenant, pognée pour aller dans des événements où lui, il se fait harceler, il se fait crier dessus, il se fait traiter de tous les noms. Elle tient la main. Là, il y avait une vidéo qu'on voyait à Davos qui est à côté, puis elle tient la main, puis elle est super mal à l'aise. J'ai l'impression qu'elle continue d'être dans un rituel d'humiliation. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'elle a fait une entrevue où elle pleurait, qu'elle dit qu'elle avait honte, elle n'était plus capable de s'assumer dans ce qu'elle faisait, qu'elle dormait plus la nuit. C'est le bout où elle s'était coupé les cheveux très courts. Donc, peut-être que parce qu'elle a comme un peu craqué, que là, ils la font payer, je ne sais pas. Là, on suppose, c'est vraiment... Là, ce n'est que de la supposition. Mais il y a bien des affaires de louche là-dedans. Puis, tu sais, Katy Perry, dans ses vidéos, on la voit manger des humains. J'en parle souvent dans mes vidéos. Katy Perry fait la promotion du cannibalisme. Elle a un clip qui s'appelle Bon Appétit. Puis ce n'est que ça, c'est manger des humains. Ça a l'air farfetch. Les gens vont dire, ah oui, mais tu sais, vous savez, ils veulent dire c'est dans une figure de style pour parler qu'ils ont envie de consommer pour le sexe. Ce n'est pas que de la figure de style. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais on pourra parler du beef jerky si tu veux, mais non, c'est pas de la figure de style. Voici, parce que ça, j'en ai entendu un peu parler. J'ai été pris avec des événements personnels dans les dernières semaines. J'ai toutes sortes d'affaires qui s'est passé. Fait que j'ai une inondation dans mon sous-sol, puis un problème, en tout cas, des choses personnelles, un camion qui a brûlé. Fait que j'ai été très occupé dans les dernières semaines, puis pas dans les choses plaisantes. J'ai manqué un bout. J'ai entendu parler du beef jerky. J'ai assumé que ça faisait allusion à manger quelqu'un ou quelque chose dans le contexte, mais s'il vous plaît, donne-moi plus d'informations là-dessus, je ne suis pas au courant. Ben, tu sais, moi aussi, il faut dire, j'étais en Thaïlande jusqu'au 5 février. Ils ont sorti les Epstein Files le 30. Le timing n'était pas super bon parce que, je veux dire, c'est le sujet avec lequel je suis la plus familière. Puis là, j'étais, bon, OK, j'ai fait du rattrapage, mais là, la semaine dernière, j'ai vraiment... Il y a tellement à comprendre. Le beef jerky... Bon, là, je vous disais tantôt, je suis en train de préparer une capsule sur le Pizzagate. Il y a beaucoup de mots codes. En s'écrivant des emails, ils semblent utiliser des codes pour se parler. OK? Oui. On peut comprendre. Tu écris un email sur Gmail, on ne fera pas exprès, on va se parler en code. Donc, le Pizzagate avait déjà sorti tout autour du mot pizza, mais il faut dire que ce n'était pas juste le terme pizza. Il y avait d'autres termes. La raison pour laquelle c'est devenu le terme Pizzagate, là, qu'on est toujours en référence avec Watergate, toutes les gates après, c'est à cause du scandale de Watergate. C'était parce qu'il y avait une pizzeria d'impliquée. Puis là, cette pizzeria-là, quand tu allais sur l'Instagram du propriétaire James Alefantis, tu voyais des photos horribles d'enfants qui sont tapés avec du duct tape sur une table avec des cernes de même, qui était écrit enfant à vendre. Il y avait une chambre toute en béton, puis là, il y avait hashtag murder, puis hashtag kill room, donc meurtre et salle de torture, mettons. Donc là, c'est tout ça qui a fait le scandale du Pizzagate. Mais on pouvait remarquer d'autres mots qui étaient employés d'une façon très, très louche. Comme, mettons, les hot dogs, dans un email, encore avec cette fameuse firme du Texas dont on parlait tantôt,
qui disait je sais qu'Obama a fait venir pour 65 000 de l'argent du contribuable de hot dog et de pizza pour un party privé à la Maison-Blanche l'an dernier. Là, tu fais comme, attends, il me semble des hot dogs puis de la pizza, c'est quelque chose qui n'avait pas besoin de voler. C'est pas quelque chose que tu fais flyer de Chicago. Il y en a des places qui font des hot dogs à Washington, D.C. On a l'impression qu'ils parlent de d'autres choses. Okay? Après, on ne peut jamais avoir la certitude. C'est sûr, mais après combien de coïncidences on peut commencer à parler de quelque chose de vraiment bizarre? Et là, dans la question du beef jerky, c'est que dans les emails de Epstein, il fait une obsession avec le beef jerky, qui n'appelle pas toujours beef jerky, des fois c'est juste le jerky. OK, on va mettre en contexte pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jerky. C'est une nourriture qui est déshydratée, c'est de la viande qu'on déshydrate et qu'on peut donc garder. D'ailleurs, les astronautes peuvent en manger, on n'a pas besoin de la réfrigérer, on n'a pas besoin de la garder d'aucune façon. C'est compliqué, tu peux mettre ça sur ton comptoir pendant des mois, ça se conserve. Mais là, il parle mettons, des emails, mettons, de l'assistante de Jeffrey Epstein qui dit « Hey, oubliez vraiment pas d'apporter le jerky parce que Epstein va le vouloir. Donc, c'est très important que vous nous l'apportiez. Il est dans le congélateur du sous-sol. » Puis là, la personne dit « OK, comment on le transporte? J'imagine que ça prend un sac de réfrigération. » Puis elle répond « Oui, mais juste une glace, ça va suffire. » Fait que là, tu te dis « Attends, parles-tu vraiment de jerky? Parce que le jerky n'a pas besoin d'être congelé. Fait que comment ça qu'il le conserve dans son congélateur? » Puis pourquoi que quelqu'un poserait la question sur comment transporter? Je pense qu'on sait tous quand tu vas à l'épicerie quoi faire avec la viande. Tu n'as pas besoin de personne pour te dire comment transporter ton poulet ou ton steak. Ouais, comment ça qu'on fait toute une chaîne de courriels avec l'assistante de Jeffrey Epstein pour savoir comment qu'on gère le jerky? C'est étrange, voilà. Ça sent la fumée. Après, on n'est pas en train de dire qu'on a toutes les réponses. Nous, la communauté, nous, la plèbe, nous, les gueux, nous, les goyim. Ce qu'on dit, c'est ouvrir des enquêtes. Cibole. Comment ça que c'est pas fait encore? Ça, c'est toute l'autre question. Mais visiblement, il y a beaucoup de gens qui se protègent entre eux. Mais finalement, c'est ça. Et ça va dans une espèce de croissance, de gradation. On sent qu'il y a vraiment une dépendance à son jerky. Parce que là, il y a quelqu'un qui dit, mon Dieu, mais il mange donc bien vite. J'y avais donné 2 livres. Comment ça qu'il l'a déjà fini? Et là, Epstein qui écrit à son chef, qui pète une coche parce qu'il n'y a plus de jerky. Ça a l'air d'être vraiment grave. Il est comme « I'm very, very annoyed. Je suis très, très agacée. Comment ça que je n'ai pas mon jerky? » Et il y a un chef privé qui lui fait son jerky. Et là, il y a, mettons, un autre email où il écrit à d'autres personnes pour dire « Hey, on va avoir un cours, comment faire du jerky? » Francis, le chef en question, Francis Derby, qui s'appelle, va venir nous donner un cours. Et écoute théâtre quand même, écoutez bien, Francis Derby travaille dans un restaurant de New York, il était chef, et après, il est devenu aussi chef privé de Jeffrey Epstein. Et le nom du restaurant, puis ça existe encore, s'appelle Le Cannibale. Pas subtil pantoute, hein? Ben, tu sais, des fois, tu dis, ça peut être un hasard, une autre coïncidence. C'est juste des coïncidences qui commencent à en avoir. Ben, je vais t'en donner une autre. Beaucoup. Ouais, puis je vais en rajouter une. Epstein, dans ses dossiers, a acheté 330 gallons d'acide sulfurique. Oui. Je l'ai peut-être mal prononcé, mais c'est un type d'acide. Oui, d'acide sulfurique, oui. C'est ça, OK, parfait. Je n'étais pas certain, mais je sais qu'il y a différents types d'acide. Tu peux faire fondre des corps. Exact. Ben, ça pourrait être utilisé pour ça. Ça reste que 330 gallons, c'est un petit corps. J'ai regardé, ça représente, mettons, quelque chose de gros comme ça. Mettons 330 gallons. Ben, mettons la grosseur. C'est dur de le voir dans ma caméra, mais parce qu'il y a des gens sur les photos, puis il faut faire attention avec les fake news. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de clickbait en ce moment. Là. Absolument. Mais là, des gens qui mettaient comme l'équivalent, là, des camions citernes d'essence qu'on voit sur la route. Non, c'est quand même pas ça qu'il a commandé. Là. Fait que, je pense pas qu'il aurait pu faire disparaître plusieurs corps. Mais peu importe ce qu'il a fait avec ça, c'est quand même louche de commander à travers une de ses firmes pour 330 gallons d'acide sulfurique. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de commander de l'acide sulfurique. Puis surtout dans le contexte de ce qu'il faisait comme travail, c'était pas un gars de rénovation. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça. Puis là, on rattache tous les petits. Ça ne prend pas un génie de mettre les morceaux ensemble. On parle de jerky, on parle de cannibalisme. Il faut se débarrasser des corps. Si on accepte pour une minute que peut-être que c'est ça qu'il fait, tu fais quoi avec les os, tu fais quoi avec les restants, il faut que tu t'en débarrasses. Ça, c'est une solution qui peut être utilisée pour s'en débarrasser. Il y a aussi l'histoire sur son île, Epstein, qui était, comment ça s'appelait ça? C'est Little Mary? Little St. James, mais qui Little a St. James. surnommé Pedo Island. Exact. Mais ils ont trouvé des tunnels. Ça, c'est pas des conspirations, c'est la vérité. Il y a des tunnels sous les bâtiments qui mènent directement à l'océan. Il y a des vidéos qui montrent des jeunes dans ces tunnels-là, puis ils disaient que ça dompait directement dans la mer, dans l'océan. Fait que il y a des gens qui posaient des questions face à le pourquoi de ces tunnels-là, parce que c'est pas... encore là, on parle d'argent, on parle de... C'est des tunnels qui... C'est pas qu'on imagine une grotte. Là. Non, il y a du béton, il y a de l'électricité, il y a de l'éclairage. Pourquoi que tu
Pourquoi donnerait des autant de tunnels? troubles As-tu besoin pour de avoir ça? des Ouais. tunnels qui mènent certains de tes édifices, certains de tes édifices à l'océan. Il n'y a rien au bout, il n'y a pas de port, il n'y a pas de quai, il n'y a pas rien. Fait que, tu sais, quelqu'un pourrait argumenter, dire, bon, ben, c'est parce qu'il voulait arriver là en bateau, puis incognito, puis rentrer. Non, il n'y a rien. Tu arrives, puis tu es directement dans l'eau. Fait que c'est quoi qui utilisait ça? Il y a bien des gens qui ont des bonnes Pour ce questions. qui est des tunnels, j'avoue, je n'ai jamais trouvé de piste tant crédible que ça. Par contre, ils sortent dans les courriels de Jeffrey Epstein. On voit une publiciste de Hollywood qui lui écrit Es-tu toujours dans les tunnels? Puis elle demande Es-tu encore sur ton île? Puis elle pose des questions. Selon moi, on manque le contexte, mais j'ai l'impression que ça doit être après qu'il y a eu un ouragan, probablement qu'il y a eu des dommages. Ça expliquerait pourquoi elle s'informe comment il va, puis tout ça, mais on sait qu'il s'est donc caché dans ces tunnels. Donc, on a une confirmation qu'il y a effectivement des tunnels sur l'île. Mais l'affaire là-dedans aussi, c'est que dans le contexte où on parle de faire quelque chose avec les restes humains, si on est prêt à accepter que ça pourrait être quelque chose qu'il faisait, ben ça, c'en est une solution. Parce Ben oui, c'est que sûr. tu lances les corps, les restants de corps dans l'océan, puis il n'y a rien qui va rester après un certain montant de temps. Les prédateurs de la nature vont les manger. Fait que, tu sais, c'est des affaires qui s'accumulent, comme on disait tantôt, là, des coïncidences, puis des faits qui font en sorte qu'à un moment donné, on a le droit de se poser des questions. Oui, puis tu sais, mettons, Des juste vraies pour terminer questions. avec le jerky, il y a dans les emails, quelqu'un qui a écrit, un des assistants, là, tu sais, je pense en 2019, ça doit être justement là, quand il a été arrêté, qui a écrit Qu'est-ce que je fais avec le déshydrateur? Et puis il y a quelqu'un qui a écrit Détruis-le. Fait que, tu sais, OK. OK, parce qu'il avait appris à faire son jerky lui-même. Justement, on peut imaginer que c'est du jerky qui ne s'achète pas à l'épicerie. Hein? C'est important qu'il fasse lui-même son jerky dans des rituels probablement où il tuait des enfants. Puis, tu sais, il faut rappeler, Anneke Lucas a dit c'était soit que tu te faisais violer, soit que tu te faisais tuer dans les rituels. C'est ça ton choix. Fait que il y en a des enfants qui se font tuer, là. C'est pas un par année, là. Fait que après, c'est pas si surprenant que ça d'imaginer. Puis aussi, pourquoi on parle il y a l'air d'avoir une dépendance. Là, on rentre tout dans la fameuse théorie du complot de l'adrénochrome, mais qui existe depuis très longtemps. Il y a quand même des vidéos suspectes. Par exemple, je pense à une vidéo de Sandra Bullock sur le show d'Ellen DeGeneres où elle dit que son secret pour avoir la peau jeune, c'est de s'injecter avec de la peau de prépuce d'enfant ou je sais pas quoi, être comme, en tout cas, bref, c'est vraiment louche, là, comme tout à fait. Elle dit, mais ils viennent d'Asie, là, c'est des enfants qui vivent loin, c'est comme si on s'en fout s'ils sont loin. Ouais, c'est ça. What the fuck? Mais pour en venir au jerky, c'est qu'il semble avoir une dépendance parce que finalement, ce qui se passe, selon les témoignages, OK, moi, je vais juste rapporter les témoignages parce que je pense que les victimes ont assez témoigné en grand nombre pour qu'on puisse leur donner de la crédibilité. C'est que la torture fait en sorte que dans ta chair, tu portes cette espèce d'adrénaline-là, de souffrance au moment de la mort, puis eux, ils mangent ça après. Parce qu'on parlait d'énergie tantôt, que vous y croyez ou non, c'est quand même assez prouvé qu'on est fait d'énergie. Et pour se garder dans une certaine vibration, ben, ça ferait du sens. Pour moi, c'est pas si difficile à concevoir qu'ils mangent après l'enfant qui a été torturé. C'est horrible. Hein? Je suis pas en train de dire que je trouve ça difficile de le comprendre, de le rationaliser, comment ça marche dans la tête d'un psychopathe, mais ça expliquerait que c'est une sorte de drogue, finalement, ce qu'on appelle l'adrénochrome, qui est finalement le sang ou la molécule de panique qui s'est retrouvée dans le sang, et qu'en mangeant ça, tu as un buzz, tu as un fixe. Fait que ça se peut que Jeffrey Epstein, ça expliquerait pourquoi il pogne les nerfs quand il en manque, puis ça expliquerait pourquoi il y a du monde qui remarque qu'il, mon Dieu, il mange donc bien vite son beef jerky. C'est bizarre. Tu sais, moi, personnellement, mon chum, il en fait du beef jerky, puis tu sais, des fois, il reste un an parce qu'on capote pas tant que ça là-dessus. Non, parce que c'est dur, c'est dents, ça prend des bonnes dents pour couper ça. Genre, on en mange nous aussi avec la viande sauvage qu'on chasse. Ben oui, c'est ça. Mais quand tu dis, puis ça fait plus qu'une fois que tu dis ça au cours de notre discussion, tu sais, c'est dur à croire, mais puis vous y croyez peut-être pas par rapport au satanisme. Je vais changer ça de bord, moi. Je vais amener mon point de vue là-dessus. La religion catholique qui existe, qu'est-ce que les gens sont prêts à faire? Quand ils font un pèlerinage, c'est le bon mot, ça? Un pèlerinage, oui. Marcher des kilomètres, il y en a qui le font avec une croix sur leur dos. Il y en a qui passent à travers des étapes que Jésus a passées à travers avant d'être crucifié. Il y en a même qui ils vont si loin que se faire crucifier dans certains pays, qui vont passer des tours à travers des mains. Ça, c'est la puissance du rituel. On le voit, c'est à la télévision, on sait que ça existe. Il y en a qui se fouettent, il y en a qui se font mal, qui vont se créer de la souffrance. Ça les met dans des états d'extase. Exact. Ça, on n'a pas de misère à croire ça. Parce qu'on sait que ça existe. Pourquoi que ce serait aussi dur ou plus dur de croire que des gens qui font exactement ce que tu dis là? En plus que ça a été documenté que les Mayas, des cultures de l'Amérique du Sud, sacrifiaient
des gens dans des rituels. Il y a pas on ne parle pas de 25 000 ans passés, on parle de 4 000 ans passés, même un peu moins que ça. Puis ils mangeaient leur corps, parce que dans le corps était l'esprit, selon leur croyance. On ne dit pas que c'est correct, là. Mais si on est pour dire, ah non, ça ne se peut pas qu'il y ait des gens en 2026 qui mangent encore du monde, pourtant, il y a encore du monde en 2026 qui vont se fouetter parce qu'ils veulent être plus proches de Dieu, puis qui vont marcher pendant une journée de temps ou plus, déshydratés au gros soleil avec une croix sur leur dos pour essayer de trouver une connexion spirituelle avec leur croyance. Fait que moi, je ne sais pas si loufoque que ça, pas en tout, quand on parle de satanisme. Non, puis tu fais un très bon parallèle. Je pense que ça amène ça. C'est parce que les gens ont tellement perdu leur rapport à la foi qu'ils ne peuvent pas concevoir finalement qu'est-ce que c'est être dans une observation vraiment très, très fanatique d'une foi. Mais c'est ça, je pense que c'est un très bon point. Puis c'est ça qui se passe pareil. Fait que, exact. Il y a eu Bohemian Grove. Ça fait longtemps qu'on sait qu'ils font des pratiques vraiment bizarres. Puis, on sait que George Bush fait partie du Bohemian Grove. On sait qu'il y a plein de top. Veux-tu en parler un peu de ça? Les gens savent probablement pas. Moi, je sais c'est quoi, là. Mais... Oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. C'est dans le coin de San Francisco, dans le bois. C'est un lieu très, très privé. Il y a des caméras tout le tour. C'est palissadé. Tu peux pas l'approcher, là, bref. Mais il y avait des jeunes qui avaient réussi à infiltrer, il y a plusieurs années, là, ils avaient réussi à filmer une espèce de rituel où il y a une statue de Moloch, si ma mémoire est bonne, qui est un des dieux auxquels on fait, à l'époque, ils sacrifiaient des enfants. Je pense que c'est un hibou, c'est ça, la statue? C'est un hibou, c'est une grande, grande chouette. D'ailleurs, c'est le symbole des Illuminati. Les Illuminati aussi, ça fait partie de ces grandes... Je pense que les Illuminati, finalement, c'est les satanistes fusionnés avec les francs-maçons. Mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans, là, c'est une autre histoire. Puis ça, c'est ma compréhension des choses, mais c'est tellement complexe. Mais finalement, ce qui se passe au Bohemian Grove, on pensait que c'était juste des politiciens puis des personnes dans les hautes sphères de la classe sociale qui se réunissaient puis qui prennent un cigare puis un scotch puis qui jasent de ce que les riches jasent. Mais finalement, on s'aperçoit qu'ils sont là avec des espèces de la musique puis là, une grosse statue de Moloch puis qu'ils font des sacrifices. Puis je pense qu'il y avait tué, je ne sais plus si c'est un agneau ou en tout cas, mais il y avait un animal pour un sacrifice. Là, tu fais comme, attends, là, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu as George W. Bush qui est là, le fils et le père, Senior Bush, Bush qui sort énormément, énormément aussi dans toutes ces affaires de Pizzagate et de corruption-là. Donc là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants? Finalement, ils ne sont pas en train de comme, parler de comment faire en sorte que les pauvres aient plus d'accès aux services de santé ou non. Ils sont en train de faire des rituels et de faire un sacrifice d'une biche à un dieu païen. Qui représente genre quelque chose, qui représente le diable finalement. C'est fucké, là. Puis il n'y a pas juste Bush, là, il y a plusieurs autres politiciens. Alex Jones, que je sais qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas, qui pensent que c'est un fou. Alex Jones, c'est tout sauf un fou. Là. Il est quand même, il a sa façon de faire des affaires. Il l'a perdu un peu, je trouve. Il dérape, mais ouais. Il a dit des affaires vraies dans sa vie quand même. Exact. Bon, on va s'en tenir à ça. Il y a des choses vraies, puis c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Puis sa version des faits, après, peut être un peu douteuse. Mais il a fait des choses, comme tu dis, il a prédit des choses qui étaient bonnes, puis il a fait des choses qui étaient bonnes. Alex Jones, il était là. Il a réussi à pénétrer à l'intérieur, lui, de Bohemian Grove. Je ne savais pas qu'Alex Jones avait réussi. Il y a quelque chose en ligne là-dessus. Puis il parle, puis il parle qu'est-ce qu'il a découvert. C'est, comme tu dis, extrêmement bizarre, à défaut de trouver un meilleur mot. Des sacrifices d'animaux, comme tu dis, tu sais, puis en plus, ces gens-là se présentent sur une plateforme mondiale pour prêcher des valeurs, des principes. Nous autres, on sait dans quelle direction on s'en va. Faites-nous confiance. Nous autres, on va vous diriger vers les bonnes choses. On prend des bonnes décisions. Puis la fin de semaine, ils sont en train de sacrifier un agneau, puis manger des morceaux d'une bébête la nuit dans un rituel à moitié tout nu dehors. En plus, c'est ça, c'est qu'ils sont souvent tout nus, puis ils font des espèces de danses weird, puis avec de la musique vraiment tribale. Puis... Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est important de comprendre ces gens-là nous dessinent un monde, nous écrivent des lois, nous tracent des guidelines, des lignes directrices pour que nous, les goyim, nous, la plèbe, nous, les gueux, on vive une vie bien rangée. Et après, eux, ils vivent leur vie complètement indépendamment du monde qu'ils nous ont créé. Ça ne s'applique pas à eux. Fait qu'ils savent les choses qu'ils ont à dire et ils vont nous dire, bien sûr, oui, vive la paix dans le monde, oui, c'est terrible la guerre, on condamne des tueurs qui rentrent dans les écoles, blablabla. Ils font tout ce qu'ils ont à faire aux yeux du public.
Mais ça ne s'applique pas pour eux. Puis après, si on regarde, par Mhm. exemple, Hillary Clinton, ben, clairement, elle a fait assassiner plein de gens autour d'elle qui la dérangeaient ou elle a fait du blanchiment d'argent. Fait que, tu sais, finalement, c'est comme, c'est bien, bien cool, mais ça ne s'applique pas pour nous. Ah ah, puis on n'ira jamais en prison parce qu'on est bien plus puissant que vous. La preuve, je veux dire, ce qui se passe avec la façon de déclassifier ces documents-là, on n'en a pas beaucoup parlé, puis on peut peut-être prendre un peu de temps Oui, pour oui, en vas-y. parler. C'est vraiment important que les gens comprennent. Là, Epstein a été arrêté en 2019. Il avait déjà été arrêté en 2008. Il y avait eu un deal complètement débile. Il n'a quasiment rien purgé. Il était 12 heures par jour. Il n'avait pas besoin d'être à sa prison. Il y a eu quelques mois. Il y a eu un deal après justement, son assistante qui était co-conspirateur là-dedans. Elle a eu l'absolution totale. Ils ne pourront jamais la poursuivre. Tout le monde est blanchi. On ne sait pas pourquoi, mais bref, assez louche. Probablement que le gars qui a fait ce deal-là, il avait été filmé en train de violer des enfants puis qu'il avait comme pas le choix de le faire s'il ne voulait pas que ça sorte. Il a été interviewé, lui, en passant. Je pense que c'est Alan Dershowitz, je ne me trompe pas. Ah oui, oui, ça se peut très bien que ce soit lui. Puis c'est lui qui était le procureur général de la Floride quand Epstein était arrêté en 2008. Puis quand il était posé la question, il a passé dans un congrès, dans une commission, c'est-à-dire, puis on nous pose la question pourquoi qu'il y a eu une sweetheart deal, comme il dit, une peine si minimale, puis il dit c'est parce que Epstein venait du monde de l'information, de l'intelligence. Fait que la CIA ou Mossad ou quelque chose dans ce genre-là. Puis sa phrase laisse beaucoup de doutes face à ce qu'il voulait dire. C'est très louche, pas louche, mais vague comme phrase. Flou, exact. Flou comme phrase, mais en même temps, ça en dit assez pour savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière ça. Puis ça, c'est à l'époque de Bush. Comme tu dis, Bush sort souvent dans Pizzagate, mais c'est Bush qui était au pouvoir. Puis qu'est-ce que les gens, parce que j'ai vu plusieurs podcasts à ce sujet-là, puis qu'est-ce que les gens posaient comme question? Ils disent pourquoi que le procureur général a pris cette décision-là. Il dit la seule personne qui peut lui dire de faire ça, il faut que ça vienne directement d'en haut, il faut que ça vienne directement du président des États-Unis, parce qu'à cette époque-là, c'était Bush. Fait que, ça fait plusieurs présidents aux États-Unis qui passent par-dessus ou qui aident à Epstein dans toutes ces affaires-là, qui soulèvent des maudites bonnes questions. Ils ne ferment pas les yeux, ils en font partie. C'est ça aussi, je pense que les gens sont rendus à comprendre. C'est d'ailleurs ce qui est déploré présentement par les deux congressmen qui ont réussi à faire déclassifier un peu les dossiers. Oui, Thomas Massie et Corona. C'est Rokanen. Les deux, puis d'ailleurs républicains et démocrates, donc intéressant. Là, on voit que c'est plus une question de gauche-droite, c'est juste une question de hey, on peut-tu faire éclater la vérité au grand jour? En tout cas, bref, je m'en allais ailleurs, mais je veux juste finir avec dans quel contexte on a les documents. Je pense que c'est important qu'on comprenne à quel point on n'a rien. En 2008, il y a eu ce Sweetheart Deal-là. Et je pense que la vie est en fait, il y a tellement de victimes, à un moment donné, tu ne peux plus cacher la vérité, OK? Il y a eu énormément de filles qui ont parlé, et là, ça s'est mis à craquer. En 2019, finalement, ils n'ont pas eu le choix de l'arrêter. C'est la police de New York. Et la police de New York fermait les yeux depuis des années. Parce que lui, depuis les années début 90, il avait sa résidence dans Upper East Side et il s'adonnait à énormément d'activités illicites. C'était un magnat de New York, un peu comme Trump. Là, il était multimilliardaire. Il était aussi à Palm Beach. Alors, la police fermait les yeux. Pourquoi cette journée-là, à un moment donné, ils ont décidé de l'arrêter? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça a fait une réaction en chaîne de faire disparaître des preuves. Un peu comme avec Richard Helms par rapport au MK Ultra. Là, tous les méga puissants se sont mis à paniquer, on peut l'imaginer, et sont mis à faire les appels, faire marcher, OK, tu fais disparaître les tapes, rentre, infile-toi chez eux, fais disparaître les cartables. Et là, ce qu'on sait, parce que depuis le début, on parle de la fameuse liste de clients. C'est un espèce de concept qui est devenu viral sur Internet, mais il n'y a jamais comme quelqu'un qui nous a... Il n'y a pas un messie qui est débarqué qui a dit « Vous allez voir, il y aura une liste avec tous les noms. » Je ne sais pas d'où ça vient, ça. C'est juste tout ce qu'on veut, je pense, tous les gens qui cherchent la vérité, on veut que les noms sortent. On n'a jamais pensé qu'il y avait une liste, là, un petit peu comme les 10 commandements de la Bible. Là. On veut juste que les noms sortent. Mais quand le FBI a fait un raid dans sa maison, dans toutes ses maisons, ils n'ont pas saisi le cartable. Alors, on sait que sa maison avait des caméras partout, des micros partout, mais au lieu de faire une saisie, ils ont dit qu'il n'y avait pas jurisprudence ou juridiction, je ne sais plus, c'est quoi le mot, juridiction, pardon, et ils ont dit, ben non, on ne peut pas les saisir. Alors, ils ont laissé les cartables, ils ont pris en photo quand même, c'est sympathique. Donc, c'était des cartables avec des CD-ROM, là, plein de CD. Ils sont tous pris en photo, puis ils ont laissé là. Ils sont partis. Et ensuite,
Je pense qu'ils ont écrit pour dire envoyez-nous les cartables. Oui. Ils ont fini par les recevoir, les cartables. Juste, mettons que toi, là, Robert, mettons que toi, tu t'adonnes à des activités illicites. Ouais. Puis que tu reçois une semaine d'avis pour dire hey, on va venir faire un petit raid chez vous. Il y a des méchantes chances que les pièces que tu nous donnes ne soient pas incriminantes. Laissez-moi quand même me servir de mon sens commun pour dire que j'ai vraiment l'impression que les documents qui sont dans les mains du FBI ou en tout cas whatever, de la police, c'est pas les documents avec tous les dossiers, avec tous les films où on voit l'élite en train de violer des jeunes enfants. OK? C'est sûr que c'est pas ça qu'on a dans nos mains. Puis il n'y a pas moyen de les corroborer parce que finalement, c'était juste des photos. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dessus. Et ça c'est sorti dans l'enquête, en fait, dans le tribunal de Ghislaine Maxwell, là où elle a été jugée. Finalement, on a su ça parce qu'il y a des gens du FBI qui ont dit ah oui, on a fait une saisie, mais finalement, on n'a pas pris les cartables. Donc, ça, c'est juste par rapport aux cartables. Imaginez tous les dossiers. Imaginez Bush, imaginez Barack Obama, imaginez Hillary Clinton, imaginez tous ces gens-là qui sont en train de faire en sorte, ils n'ont pas d'intérêt à ce qu'on garde dans un coffre-fort secret ces dossiers-là pour la postérité. Ils veulent que ça disparaisse. Donc, probablement que la majorité, c'est plate, j'aime pas ça l'admettre, mais probablement que la forte majorité des preuves est éliminée, comme dans MK Ultra. Puis tout ce qu'on va avoir, c'est des témoignages, puis ce qu'on a en ce moment qui est comme des miettes, alors avec des dossiers caviardés, avec très peu d'informations. Il y en a, mais finalement, ça fait juste confirmer ce qu'on savait déjà. Les noms, les Bill Clinton et Hillary Clinton de ce monde n'ont rien qui les incrimine, mais ça serait assez pour justifier des enquêtes. Et le simple fait qu'il n'y a pas d'enquête qui s'ouvre aux États-Unis montre à quel point le système est corrompu. Ah, il est définitivement corrompu, puis j'en ai parlé, ça c'est un sujet de grande controverse. À toutes les fois, je parle des dossiers Epstein puis Trump, parce que c'est deux sujets. Un, quand tu parles de Trump tout court, le Québec, pas à le nord, puis il revient sur le capot. Ouais. Fait que tu peux rien dire à ce sujet-là sans que ça soit mal pris. Puis, parce qu'au bout de la ligne, j'ai parlé de ce que Pam Bondi a dévoilé là, la semaine passée, je ne me trompe pas, au début de la semaine. Non, la semaine passée en réalité. Puis elle disait que s'il sortait tous les documents, ça aurait un impact tellement le système néfaste. s'effondrait. Oui, mais c'est pas juste comme il y avait des gens qui prennent, quand on parle de système, ils pensent à la bureaucratie, système gouvernemental, à mon opinion, elle parlait des côtés économiques. Il fallait crasher le marché boursier. Fait que tu sais, c'est une question, puis moi, je partageais l'information à ce moment-là, c'est pas une question de prendre un bord ou pas, c'est juste de faire face à la réalité. Les victimes méritent la justice. Jamais personne qui va me faire dire le contraire là-dessus. Mais du même coup, c'est-tu mieux s'ils sortent tous puis que tout le système s'effondre? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui arrive si le marché, comme qu'elle dit, s'effondre pour le vrai? Puis qu'après ça, le marché boursier plante, puis nos investissements, puis tout ce qu'on a placé de côté, puis l'économie mis au complet collapse, il y a beaucoup plus de monde qui vont payer. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est un sujet extrêmement complexe pour l'administration de Trump. Je ne les protège pas, je ne les défends pas. Je veux juste dire que c'est la réalité pour eux. Puis c'est comment tu fais pour sortir ça? Donner l'information, amener de la justice sans tout péter. Parce qu'au bout de la ligne, tout péter, il y a des gens qui veulent ça, ils rêvent de ça. Mais ces gens-là n'ont aucune idée des conséquences de tout détruire. On peut le voir avec des exemples comme Haïti ou d'autres pays du tiers-monde où il n'y en a pas de gouvernement. Moi, ça ne me tente pas de tomber dans ce genre de système-là. Pas que je ne suis pas capable de survivre, c'est juste qu'il faut trouver une meilleure solution que ça. Mais moi, je pense que ça se fait de la bonne façon, dans le sens que de la façon que ça se fait présentement, c'est le peuple qui reprend le pouvoir. C'est le peuple l'information, c'est du pouvoir. Puis en ce moment, tu disais au début de ton podcast que ce qu'on fait en ce moment, c'est ça, c'est de réinformer, de donner l'information, de la rendre accessible. Donc, ça, c'est une arme qu'on a. Puis, tu sais, je vais parler d'Ian Carroll, qui est quelqu'un que j'admire, que je suis depuis le début. Lui, il s'est réveillé en 2020. Il était super woke, super de gauche avant. Puis, il a fait wouhou! Il a allumé avec la pandémie. Puis, mais allumé, je ne sais pas quel genre de cerveau il y a pour encaisser autant de données, puis synthétiser, puis de vulgariser toutes ses connaissances. Mais c'est juste impressionnant. Puis comme tu disais tantôt, on a la chance, toi et moi, d'être bilingues. Tout le monde ne l'est pas. Tout le monde n'a pas accès à Ian Carroll. Mais bon, lui, clairement, vu qu'il a vraiment beaucoup pogné aux États-Unis, quand on pogne aux États-Unis, on peut faire de l'argent. Fait qu'il a de l'air d'avoir des moyens. Il y a une équipe de développeurs avec lui. Ils ont parti une intelligence artificielle qui nous permet de débroussailler les documents. Ils ont résumé à 1 500 000 parce que finalement, il y avait énormément de doublons. Là, quand on dit 3,5 millions de documents, c'est pas vrai qu'il y en a tant que ça. Il y a beaucoup de doublons. Donc là, on peut avoir accès, c'est pas tout le monde, mais j'ai réussi à avoir accès, merci à 2 de mes abonnés qui m'ont écrit pour me donner le mot de passe. On peut avoir accès à son intelligence artificielle pour faire des recherches. C'est pas parfait, hein, soit dit en passant, j'ai fait mes recherches, j'ai travaillé là-dessus hier un bon 3 heures. Puis finalement, tu sais, l'intelligence artificielle ne trouvait pas des affaires que moi j'avais trouvées.
Mais quand je la confrontais en disant « Ah oui, va voir comme il faut, parce que j'ai trouvé tel email, telle affaire », puis là, il allait voir, il faisait « Ah oui, t'as raison, je n'avais pas vu ». Fait que, tu sais, il n'y a rien comme des humains pour faire la recherche. Puis je pense que c'est ça qui est beau en ce moment. C'est là, on est des milliers déjà à travailler avec Web pour faire des recherches, pour sortir de l'information, partager notre contenu, plein d'internautes, de journalistes indépendants comme moi, comme toi. On fait notre travail de recherche, puis on partage nos connaissances, ce qu'on trouve en ligne. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme perdus dans des sentiers qui n'ont pas rapport, qui partagent de la désinformation, oui, mais il y a aussi nos médias qui font énormément de propagande, puis partout les médias sur la Terre en même temps ont sorti l'article comme quoi que Jeffrey Epstein était lié au service secret russe. C'est complètement débile. On sait depuis des années qu'il est lié au Mossad et à Israël. Bien plus qu'au service secret. Peut-être qu'il y avait une ou deux personnes dans sa poche arrière qui étaient bien placées en Russie, mais je vous garantis que ce n'est pas la Russie qui est en haut de Jeffrey Epstein. Mais là, on assiste donc à cette désinformation-là, cette propagande des médias, parce qu'on voit qui tire les ficelles en haut finalement. Mais donc, moi, je pense qu'en ce moment, ça se fait de la bonne façon. C'est-à-dire que ça se fait au compte-gouttes, puis qu'on ne peut pas avaler. Mettons qu'on prend une image vraiment débile, mais mettons qu'on imagine on mange une pizza, on ne peut pas manger la pizza au complet, on va commencer par une pointe. On va commencer par une bouchée même. Donc là, en ce moment, c'est ça qu'on fait collectivement. Tu sais, quand c'est rendu qu'il y a Marie-France Bazo qui écrit un article dans la presse pour dire que finalement, il semble y avoir une élite pédosataniste, c'est quasiment, je paraphrase, mais c'est quasiment ça qu'elle dit, et que là, ça a l'air d'être beaucoup plus globaliste qu'on le pensait à l'échelle internationale. Puis finalement, peut-être que les complotistes avaient raison. C'est pas exactement ça qu'elle a écrit, là, mais c'est un peu ça le ton de son article. Tu dis, OK, on est quand même rendu qu'on a des gens comme Bazo qui allume, Mathieu Bock-Côté qui est en train de parler d'une élite pédosataniste sur CNews. Alors, je veux dire, la bouchée, elle va se prendre, puis là, il y a de plus en plus de gens qui vont comprendre que c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus systémique qu'on le croit. Puis je pense que oui, on doit traverser une période de grand tumulte et de grands troubles parce que ces systèmes-là sont gangrénés. Puis quand tu as la gangrène pognée dans ta jambe, il faut que tu amputes. Il n'y en a pas d'autre solution. On ne peut pas commencer à les gratter puis penser qu'on va sauver la jambe. On est là, la gangrène est vraiment pognée, mais dans tous les systèmes. Et y a pas, puis oui, ça va peut-être impliquer qu'on perde. Mais tu sais, on parlait d'égoïsme tantôt, puis je disais que c'était la valeur numéro 1 du satanisme, c'est l'égoïsme. Moi, je suis prête à sacrifier, je suis prête à perdre. Je ne serais pas prête à sacrifier jamais mes enfants, puis ma famille, puis des vies, mais je suis prête à perdre du confort. Puis j'en ai perdu, Dieu sait, du confort depuis 5 ans avec ma chaîne. J'ai perdu une garderie parce que j'avais été à Ottawa pendant des camionneurs. Je veux dire, j'ai perdu des amis, on a perdu des relations. Mon chum a perdu du travail parce qu'il était mon mari. C'est la réalité, je suis prête à perdre. Ça me dérange. On a perdu énormément d'argent. Mais je gagne en intégrité, je gagne en authenticité, puis je gagne en étant très à l'aise avec les choix que je fais. Puis je pense que c'est là qu'il faut qu'on s'en aille comme collectivement, se dire, OK, ben oui, ça va impliquer qu'on se solidarise, qu'on se recrée des communautés, qu'on s'entraide, mais on va passer à travers, puis on va recréer quelque chose de beau. Là, j'ai peut-être l'air de parler comme si j'étais au pays des Calinours, mais j'ai envie de croire ça, plus que ça va être l'hécatombe. Ils vont avoir encore plus de contrôle. Ils vont en profiter pour revenir avec un contrôle social encore plus fort, avec une identité numérique, avec de la crypto super centralisée. Puis moi, je pense qu'on leur donne énormément de pouvoir quand on parle comme ça. Ils ne sont pas tout puissants. S'ils l'étaient, on serait déjà dans un état hyper totalitaire. Absolument. C'est un bon point que tu apportes. Très bon point. Écoute, il me reste juste 5 minutes dans mon live que je peux continuer. J'ai une notification, puis c'est une nouvelle application qu'on utilise aujourd'hui. Ben oui, de toute façon, on a tellement dit de choses que je pense qu'il faut laisser les gens le digérer un peu. Exact. J'ai juste une dernière chose avant de te donner le mot de la fin. Par rapport à ton analogie concernant la gangrène. Je suis absolument d'accord. On ne peut pas retourner en arrière. Qu'est-ce qui a été détruit est détruit, puis il faut le couper, il faut l'amputer. Par contre, mon point de vue là-dessus, c'est qu'avant d'amputer un membre, surtout comme une jambe, où il y a des vaisseaux sanguins importants, il faut que tu prennes en considération que tu vas peut-être mourir si tu ne sais pas comment le faire. C'est surtout ça que j'amène comme avertissement aux gens. Oui, il faut couper la jambe. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais es-tu certain d'être capable d'arrêter le sang, puis le reste du corps, il ne passera pas aussi? C'est ça qui arrive. Il nous manque les outils présentement pour être capable d'amputer cette partie gangrénée de notre société sans vraiment détruire tout le reste. Puis, on est en train de bâtir ça présentement. En partageant de l'information, on est en train de s'éduquer sur comment faire. On est en train d'apprendre justement comment survivre à tout ça. Fait qu'il y a un processus, puis il y a bien des gens qui ont de la difficulté à avoir la patience pour laisser le processus prendre son cours, mais je pense que c'est nécessaire parce que si on ne fait pas ça, on risque justement de mourir.
C'est figurativement. super Tu sais. intéressant ce que tu dis, puis c'est ça qui se passe, puis c'est merveilleux. Tu sais, je regarde, mettons, là, je regardais le live de Ian Carroll qu'il a fait en fin de semaine. Tu sais, toute l'entraide qu'il y a, tous les développeurs, les pirates qui l'ont aidé parce qu'il a été attaqué. Il y a eu une attaque de bot qui disait arrête ou on va te terminer, on Oui, va te j'ai vu tuer. ça. Là. C'est sûr que lui, sa Il vie était doit être menacé. en danger en ce moment, là, sûr. Mais je veux dire, la quantité de monde qui ont comme contre-attaqué, qui ont sécurisé son système, qui ont travaillé pour lui, tu sais, c'est magnifique, ça. Puis je me rappelle pendant le pic de la pandémie, là, où ça allait vraiment mal, il y a des gens qui m'écrivaient pour me dire si jamais tu es dans le trouble, Hello, on a une maison, on vit dans le fond d'un rang, on est sustainable, on est off the grid, tu viens chez nous. J'ai tellement de gens qui m'ont offert de l'aide. Une madame, quand j'ai perdu ma garderie, qui m'avait offert de venir garder mes enfants gratuitement. Je veux dire, cette entraide-là est là quand on est confronté à quelque chose de vraiment grand. Sinon, on dirait on retombe tout un peu comme dans notre inertie du quotidien, puis c'est correct, mais en même temps, il y a quelque chose, je pense qu'on souffle là-dedans. Mais là, si on est confronté à quelque chose de tellement gros, il va y avoir cette espèce d'émergence formidable, créative, où les humains vont se mettre en relation, vont s'entraider. Puis en ce moment, oui, on les a peut-être pas, les outils, mais on est en train de les créer. Comme tu dis, on est dans un processus. Moi, j'ai confiance qu'on s'en va vers quelque chose de vraiment beau, mais il faut que les gens mettent toute la main à la pâte. C'est quelque chose qui va se faire en équipe. On n'est pas dans l'individualisme, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Mais tu sais, l'humain est magnifique, l'humain est beau, puis ceux qui sont fous, moi, je pense qu'ils appartiennent pas. Moi, j'ai rien en commun avec ces gens-là. Fait qu'ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. C'est un bon point que tu apportes, puis c'est un beau message d'espoir pour finir le live. Comme je te dis, il me reste 3 minutes, j'ai un petit décompte, là, puis qui me stresse comme il faut que ça fait. C'est ça, 2 minutes 57. Fait qu'écoute, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça va être la première de plusieurs entrevues qu'on peut faire ensemble. J'ai vraiment apprécié le discours qu'on a eu, c'est très plaisant. À tous les gens qui écoutent, comme j'ai dit au début, allez vous abonner à la page à Héloïse. Ceux qui ne me connaissent pas, venez vous abonner à ma page. Comme ça, vous allez pouvoir voir le contenu qu'on partage, aider aussi aux algorithmes à nous favoriser quand on partage du contenu. Puis, merci comme toujours d'être là, partagez le live au maximum. Merci encore, Héloïse. Merci Robert pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se reparle bientôt. À un autre tantôt. Bye bye.